Ah mais non, mais je suis en train d'essayer de faire un truc sur Adobe et ça me casse les ovaires, mais grave. Ah merde. Ah putain, faudrait que je prenne l'habitude de dire ça me casse les ovaires. C'est vrai que c'est une super habitude. J'aime quand on dit ce genre de truc au moment où je lance l'enregistrement. Ah bah voilà. Et le lit, elle quoi bah, elle casse les ovaires, voilà. J'aime me casser les ovaires. Au petit matin, dans la Au journée, petit maintenant, c'est matin. encore autre chose. Bonjour et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui prend l'apéro en ligne et qui parle de films. Les mecs de la com appellent ça un podcast pour les investisseurs. Salut Thierry. Salut Thomas. Aujourd'hui, encore une émission au chaud, bien à l'abri, bien confinée chez nous. Avec nous, nos confrères, nos camarades de confinement. On a Yassa. Salut Yassa. Salut les gars. Hera. Hello Hera. Hello. Ellie aussi également. Salut tout le monde. Marwan, enfin. Et oui, je suis encore là. Et Alex, bien sûr. On n'oublie pas Alex. Eh bah oui, obviously. Salutations. Il aura quand même fallu un confinement pour le ramener 2 fois de suite, Alex. Parce qu'on devrait rester comme C'est ça. Et le confinement a du bon. Je pense que c'est un complot de votre part, les gars. C'est ça. C'est entièrement notre faute, évidemment. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Qui c'est qui tape sur son bureau? Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. C'est pour faire les bruits extérieurs, tu sais, genre les vélos, les voitures, les... D'accord. Le cheval, tout ça. Putain, me faites pas rire. Donc vous avez compris aujourd'hui, si vous voulez torturer Thierry, qui est un peu enroué, vous le torturez, vous le faites rire un peu. Avec nous, des invités exceptionnels, puisque on sort encore de Paris, on en profite un peu. Le confinement a du bon. On reçoit une invitée belge, Loli de Je compte jusqu'à toi. Salut, bonsoir. Bien, bonsoir. Le confinement se passe bien en Belgique? Bah écoute, là, on a le bourgmestre qui nous dit vous sortez de chez vous, vous êtes arrêté par la police, donc basiquement, ouais, ça se passe bien. Ok, très bien, comme chez nous en fait, finalement. Voilà. Et nous avons également Benoît de Bière et Moustache. Salut Benoît. Salut tout le monde. Tu es dans quelle région toi Benoît, dis-moi? L'Alsace. Thomas, ça s'appelle bière et moustache, hein, c'était évidemment l'Alsace. Ouais, c'est pas faux. Moi, je sais pas, moi j'essaie de donner des indices. Si vous faites pas un effort, les mecs. Je disais pile ses moustaches, ça passerait, mais là, c'est tendu. Bière et choucroute, c'était plus clair quand même. Bah Ouais, oui, peut-être. carrément. On va y penser. Pour un prochain épisode. C'était déjà pris par les Allemands. Peut-être. Aujourd'hui dans l'émission, nous ne parlerons pas de Mulan, Oh, merci. ni de Bloodshot, Oh, trop bien. ni de The Room, Oh oui. encore moins de La Daronne, Ouf. ni The Climb, ni Divorce Club. Ah. Quelle tristesse. Fais de la bonne pourtant. Je crois que c'est la meilleure semaine de confinement de l'histoire quand même, faut le dire. La dernière fois, nous avions parlé de ceci. Mais cette semaine, nous parlerons de ça. Putain, je savais même pas qu'ils avaient un jingle. Si, quand même. Connaître. Ah, je croyais que c'était celui de Windows, moi, tu vois. Ah ben, tu regardes pas suffisamment alors. Non, je coupe les jingles, moi. Tu as un adblock pour les jingles. Non, c'est mon cerveau, il fait jingle, non, je jette. C'est vrai que c'est un peu le jingle fantôme, ils en ont un sans qu'on le sache. C'est une plateforme concurrente, c'est la plateforme Amazon. Amazon Prime même également, il y a même un petit plus, il y a même un petit Prime en plus. Prime vidéo même. Prime vidéo, c'est beaucoup trop de trucs, Ah, ça déconne pas. Hein. ça ne déconne pas. Est-ce que parmi vous, il y en a qui étaient abonnés à cette plateforme avant cette émission? Yep. Aussi. Pareil. Yes, ouais, pourquoi est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que c'était parce que c'était dans l'abonnement, vous faisiez livrer des trucs qu'on va pas décrire, hein. Thomas, à ton avis, comment tu veux que ça ait démarré ce genre de choses? Bah, c'est quand il y a ça se fait livrer de la choucroute. Peut-être que vous êtes des fans de Star Trek Picard, moi j'en sais rien. Non, juste les surgelés. Oui, mais rien à voir. D'accord. Et vous le regardez franchement ou c'est juste comme ça dans Ah ouais, un ouais. coin du navigateur? Ouais. Mais c'est très intéressant pour le Moi, je moment. l'utilise pour quelques trucs.
Qu'est-ce que vous aimez sur cette plateforme-là? Alors moi, c'est pas forcément les films parce que le catalogue est pas très fourni. C'est plutôt les séries. Ouais. J'en ai pas regardé beaucoup parce que j'en regarde pas beaucoup ces derniers temps, mais il y en a quelques-unes que j'ai grappillées comme ça au fur et à mesure. J'en parlerai peut-être en reco du coup tout à l'heure. On parlera plutôt de ça en reco. On peut faire la même remarque à Netflix, finalement, c'est peut-être une plateforme qui est plus basée sur la série que sur le film, non, n'est-ce pas? Je sais pas les autres, quelle image vous avez d'Amazon? Franchement, j'ai pas eu cette impression-là non plus. Hein. Ouais. Quand j'ai regardé à peu près ce qu'ils avaient, du coup, moi, j'avais pas Amazon. Enfin, on s'est aperçu avec Alex qu'en fait, on avait Amazon puisque quelqu'un nous l'avait installé sur la télé en mettant ses identifiants. Donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir aller voir dessus. Mais en fait, alors, ils sont peut-être pas très fournis en films originaux. J'ai pas eu le temps de fouiller, mais si, ils ont quand même une bonne base de films et la manière dont ils les agencent, c'est assez intéressante. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Thierry parce que en fait, c'est assez varié. Pendant une période, ils avaient mis la moitié des films de Truffaut, et puis là, ils commencent à mettre un peu des films un peu introuvables, genre Bound de Wachowski, mais on a l'impression qu'ils cherchent à compléter ou à ne pas recopier ce que fait aujourd'hui Netflix, et c'est intéressant pour le coup. Ouais, je suis à peu près d'accord parce que j'ai pas la plateforme, mais je regarde quand même. J'ai déjà regardé ce qu'il y avait dessus et j'ai vu qu'il y avait genre la valse des pantins de Scorsese. Je sais pas s'il y a encore, mais pendant un moment il y avait ça. Il y est. Que genre absolument pas mainstream. Enfin, c'est un truc que Netflix mettrait jamais, je pense. Et il y avait Taxi Driver aussi. En fait, c'est-à-dire que je pense que Todd Phillips d'ailleurs est abonné à ça. Bah alors c'est marrant que tu parles de la valse des pantins et de Taxi Driver, Ellie. Là on est du coup sur Scorsese en effet, mais moi j'avais même trouvé une session, enfin quand j'avais regardé un peu les sessions, alors que j'ai strictement rien regardé dessus et que je sais que la personne qui nous a mis ça n'a pas regardé ça, il y avait une session, les films avec De Niro, et il y avait une 40aine de métrages proposés. C'est fou, hein. Ah ouais, quand même. Donc c'était vraiment très fourni. Non, c'est cool en vrai. Ouais, et c'était une session carrément de la page de garde en fait. Ça fait plaisir en vrai, de voir ça. Ça change vraiment pour le coup du catalogue Netflix qui est quand même très populaire, accès moderne. C'est ça, ouais. Très populaire. Années 90 max quoi, on va dire, à part quelques exceptions, mais. Ouais, donc déjà bon point pour Amazon par exemple, donc sur le catalogue. C'est ça. J'ai jamais trop regardé les séries, mais je sais qu'il y a des trucs aussi un peu qu'on regarde moins, enfin qui sont peut-être un peu moins connus. Il y a The Shield, qui est quand même assez réputé, mais qui est que là-dessus. Il y a aussi The Office ou Ouais, The Office, ouais, je pensais à ça aussi. Enfin, il y a pas mal d'exclus de belles séries, mine de rien. Après, ouais, du contenu original, par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a jamais grand-chose qui m'a donné envie de m'abonner ou quoi, justement pour voir les contenus originaux, quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'au niveau des séries, des contenus, Amazon, c'est un peu c'est Camoulox, c'est un peu pareil, c'est un joyeux foutoir, on ne sait pas trop ce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a pas trop de lignes. Ils remplissent, il y a pas mal de trucs qui partent dans tous les sens. Après, il y a des vieilles séries, moi je suis content, moi j'ai découvert Community grâce à ça. Enfin, j'ai découvert Community, non. On m'a dit Community c'est bien, je suis allé et je l'ai trouvé là-dessus, donc j'étais content. Mais c'est vrai que c'est pas, on parlait de Netflix qui était pas très pratique la semaine dernière. Je trouve qu'Amazon est encore moins pratique pour les séries, parce que les saisons sont même pas rangées ensemble. Il faut aller chercher les saisons séparément pour une série. Mais après, ouais, non, je trouve que le catalogue est intéressant. Mais même s'il y a c'est surtout des vieux trucs, j'ai l'impression. On est plus sur les décennies d'avant par rapport à Netflix. Bon, moi, je suis très content, je trouve Seinfeld, donc ça me fait plaisir. Hein. Mais après... Après, c'est un peu le problème sur que ça soit sur Prime que je découvre parce que je viens de souscrire à l'offre, ou Netflix que j'ai depuis un certain temps, où il y a toujours un peu ce problème de s'y retrouver dans les interfaces. C'est toujours très compliqué. Si tu sais pas vraiment ce que tu recherches, t'as du mal à le trouver. D'autant plus avec Netflix et leur algorithme qui fonctionne de manière assez étrange, je trouve. Amazon Prime en Belgique, c'est mauvais en fait. C'est mauvais en Belgique, ouais. Parce que ici sur le film qu'on avait proposé, déjà il y en avait 2 qui se trouvaient pas dessus, 3 même qui se trouvaient pas dessus, parce que apparemment pour la Belgique il n'y avait pas les droits. Ah mince. Et quand tu as des trucs, ah oui, tu as la version parlante française si tu la veux, mais t'as pas les sous-titres en français. Ah merde. Donc t'as le choix entre les sous-titres en irlandais ou en anglais. Waouh. Ah oui. c'est génial. Là tu te sens, ok, c'est bon, la francophonie en Belgique, ça se voit que c'est minoritaire. Ah mais l'internet en plus, parce que c'est-à-dire que si les sous-titres sont dispo, qu'est-ce que ça les embête de les mettre sur tous les territoires en général même. Ouais, je me demande si c'est pas une question de droit, bien bêtement, et BTV est là, elle dit non, on a acheté les droits pour ça, donc on ne permet pas la version francophone. Bah non, c'est con, sinon il n'y aurait pas la version parlante francophone. Bah ouais, c'était très curieux quand même. Non, c'est juste que... Voilà, je sais pas. Peut-être qu'ils pensent qu'on sait pas lire. Encore une histoire belge, ma foi. Voilà, c'est ça. Et il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que très vite, ils ont rajouté une sorte de délire de chaîne, ou avec OCS, avec MGM, avec Starzplay, ce qui fait que quand on est sur le site, des fois il y a un film qui nous donne tellement envie qu'on clique dessus, et ben non, en fait il appartient pas à Prime, mais il appartient à
à OCS ou à MGM, et c'est rarement précisé comme il faut. Donc c'est un peu piégeux et c'est pas très honnête. Mais si je dis pas de bêtises aussi, je crois que je suis tombée sur des films que je voulais voir sur Prime et que je devais finalement acheter. Mhm. Du coup, ça sert pas à grand chose, quoi, finalement. L'offre n'est pas globale, du coup, s'il y a des films encore que je dois... Je sais pas que si ça se passe pareil sur Netflix. Non, sur Netflix, t'es abonné à Netflix. Alors que là, effectivement, t'as une offre d'Amazon, mais t'as aussi une offre payante qui vient se glisser entre les films gratuits et on a du mal à s'y retrouver, ouais. Pendant qu'Alex continue de couper ses carottes. Désolé, c'est ma jambe, je peux pas m'empêcher de le faire. On est là pour parler films. Autant sur Netflix, on a dû se restreindre aux dernières sorties de la semaine, parce que des sorties Netflix, il y en a tout le temps, et des Netflix originaux, ça n'arrête pas. Autant sur Amazon, on a un peu étiré le calendrier, parce que les Amazon exclusives ou Amazon originales sont beaucoup plus rares. Il y en a, hein, mais sont moins nombreux. Donc on a restreint notre choix sur des grosses sorties. Il n'y a pas que de l'exclusif, par contre. Donc je suis désolé, on n'aura pas fait la saga Resident Evil. Je suis désolé. Oh ouais, on était beaucoup à la vouloir. Non, par contre, on a vu, cette semaine, on a sélectionné 4 films sur les sorties relativement récentes. On allait gratter jusqu'en fin d'année 2019. On a vu Guns Akimbo, qui n'est absolument pas exclusif, mais c'est bon, qui est quand même une grosse sortie. The Report, un Amazon Original. Dragged Across Country... traîner sur le bitume, ça sera plus facile. On va dire Dragged Across Concrete, Amazon exclusive. Et Juliet's Naked, Amazon Original. Du film de gros dur, du film costaud avec des gros pétards et un peu de douceur sur la fin. Parce que Claque, c'est aussi de la douceur sur la fin. Welcome to Schism. They bolted these things to my hands. They have my girlfriend. And some psycho is trying to kill me. I'm not a fighter. I'm a nobody. Hey, I need help. Oh, it's one thing to say you can't face violence, but when it faces you, you better be ready. When the shit goes down, you better be ready. You better be ready. Right, yeah. Guns Akimbo de Jason Lee Howden avec Daniel Radcliffe, Harry Potter et une paire de guns griffés aux mains. Voilà un beau programme. C'est sorti le 23 mars en VOD et notamment sur Amazon Prime. L'histoire de Miles qui se fait embarquer malgré lui dans un jeu clandestin internet, fait retransmis sur internet et des combats clandestins à mort. Et il a, comme je le dis, une paire de flingues greffées aux mains. C'est très pop, c'est très bang bang. C'est un film très très flashy avec une grosse inspiration vidéo game, jeu vidéo. Pour vous, est-ce que c'est un succès ou est-ce que c'est un rage quit? Rage quit de l'enfer. Alors, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est un rage quit? C'est quand tu déconnectes parce que t'es pas content, quand tu quittes une partie parce que t'es pas content. Dans ce cas-là, si t'as voulu jeter ta télécommande dans la télé, c'est que c'est un rage quit. Ah, d'accord. Qui veut débuter? Bon, allez, j'y vais. Ça ouvre le bal. Comme ça, c'est réglé. Eh ben, moi, j'ai kiffé à mort. Sérieusement, quoi. Mais ouais. Ah, je croyais qu'elle déconnait. Ah merde. Non. Mais en fait, on savait déjà que ça allait être un truc assez perché, assez starbé, tu vois. Et du coup, ça m'a pas surpris dans ce sens-là. Donc j'ai été prise vraiment dans le film dès le départ. Il y a quelques trucs dont je parlerai un petit peu plus tard, qui m'ont gêné, mais globalement, c'est rythmé. L'histoire est très prévisible, mais en même temps, tu vas pas regarder ça pour des cliffhangers ou pour des retournements de situation. Je me suis prise au jeu, si je puis me permettre ce petit jeu de mots. Et j'ai passé un très très bon moment, moi. Oui, alors faut dire aussi qu'on l'a vu ensemble avec Hera et Yassan. On s'est synchronisé pour le regarder ensemble. C'est vrai que parler pendant le film, c'est très agréable. Non mais heureusement. Ça permet de le voir mieux passer. Mais heureusement qu'on a fait ça, parce que déjà, là, si je l'avais pas vu avec vous,
j'aurais rage quit en 3 minutes et demie, approximativement. Je pense qu'au bout de 5 minutes, déjà, je trouvais que le film était sans intérêt parce que le montage était terrible, la mise en scène hyper speed qui était insupportable, où encore une fois, tu sais pourquoi ce film sortira pas au ciné et pas sorti au ciné. Ça semble complètement logique. Ça pourrait être une vidéo YouTube d'un youtubeur, j'aurais pas été choqué en fait. Alors c'est un mec des effets visuels. Ouais, mais le pire, c'est que les effets visuels, c'est la partie qui va. C'est ça va. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas tant le visu parce que les couleurs sont jolies, les lumières sont pas mal non plus. Enfin, tout ça, c'est plutôt visuellement réussi. C'est pas le souci. C'est juste que c'est vide de tout. C'est même d'un ennui tellement on sait qu'il y a rien. Alors même si on est prévenu dès le départ, hein, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a ça. Dès le départ, on sait que on va avoir des guns et des gens qui se butent la gueule. Mais est-ce que c'est une raison pour ne rien faire tenir au niveau scénaristique? Je suis pas sûre. Je dirais pas qu'il y a rien au niveau scénaristique, je dis juste que c'est très prévisible, quoi. C'est un déroulement hyper classique de un gars se retrouve dans une situation et il doit s'en sortir. Et puis voilà, il y a des antagonistes et puis il y a des gens qui vont retourner leur veste pour l'aider, soit pour lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Et du coup, je m'attendais pas à une histoire grandiloquente ou prenante ou des choses comme ça. Ce qui fait que c'est vrai que l'esthétique aide beaucoup. Enfin, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à apprécier l'histoire. Ça aurait été dans un autre cadre. J'aurais soit posé, soit arrêté, soit vu en 2 parties ou pas vu du tout. Mais là, pour le coup, je me suis laissé prendre au jeu. J'y suis allée à fond la caisse. Putain, mais comment t'as fait, quoi? Bah, Thierry, ton expérience. Ah, mais attends, enfin, faut arrêter. Et les enfants, vous savez, dans les bacs à caca, il y a la merde et la merde, hein. Et là, on peut dire que c'en est. Franchement, c'est super mauvais, c'est irregardable. Non. En fait, moi, ce que j'ai dit à Ellie quand on a fini la séance avec Alex, justement, j'ai envoyé un message à Ellie et je lui ai dit putain, mais j'ai l'impression que les mecs, ils ont envie de ressembler à Scott Pilgrim et à Running Man. Sauf qu'au dernier moment, ils se sont dit ouais, on va plutôt ressembler à Ultimate Game et Hardcore Henry. Voilà. Et pour ceux qui savent pas, Ultimate Game et Hardcore Henry, c'est de la merde. Non, Hardcore Henry, c'est bien, arrête. Après, ça, c'est un autre sujet, ça. Et encore, Ultimate Game, t'as à la limite Neveldine et Taylor qui savent à peu près filmer l'action, parce que là, c'est irregardable. La caméra, là, qui passe son temps à faire des demi-tours, là, tu sais, Thomas qui t'énerve quand tu vois ça. La caméra tournante, là. Oh là là, Ouais, mais la quelle caméra horreur, tournante. tout le temps, quoi. Mais parce que j'aime bien Gaspard Noé, donc j'ai fait comme lui. Et t'as pas parlé des ralentis. Ouais, les ralentis sont dégueulasses, non, mais tout est, oh là 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 Les là. ralentis quand ça tourne, oui! Si on revient sur chaque effet visuel, on peut faire un podcast entier, hein, il y a genre 8 effets visuels par seconde. J'ai eu une migraine épouvantable à la fin du film, hein. J'étais KO technique pour la journée, c'était terrible. Et pour revenir à ce que disait Hera, je suis tout à fait d'accord avec elle sur le début du film. C'est-à-dire qu'à la fin de la première séquence, la course-poursuite en bagnole, j'étais outré. C'est genre le truc le plus mal monté que j'ai vu de ma vie. Avec Radioactive dernièrement, comme que t'es vraiment affreux en montage, mais là on était vraiment sur un bon niveau de merde, hein, quand même. Hein. Ouais, tu t'es senti sali, quoi. Ah bah oui, j'ai l'impression qu'on avait vomi à la gueule. Hein. Non, mais c'est ce que j'ai ressenti, donc oui, je suis d'accord. Alex, toutes les 3 minutes, il me disait on peut arrêter, on est obligé de l'arrêter jusqu'au bout. J'ai mal. Moi, je dirais même, Thierry a commencé à tousser à ce moment-là. Ah. C'est ça qui l'a rendu malade, oui. J'en suis sûr. Il a chopé un virus informatique, en fait. C'est ça. Loli, dis-moi. Ah, moi, j'ai rigolé du début à la fin, mais à la base, j'ai pris ça comme une bouse. Et en plus, j'avais mon mec qui était en train de travailler à côté. Et de temps en temps, tu vois, je suis là, j'éclate de rire parce qu'il y a un moment, moi, qui me fait rire comme un con, genre, oh putain, il y a Radagast! Avec l'espèce de vieux clodo, j'ai fait, oh, c'est Radagast, dis donc! Non, c'est le mec de District 9, là, il est tellement insupportable, ce mec, oh là là. Enfin bref, et en partant comme ça, je me suis marré tout du long, je me disais, mais quand même, il y avait quelques plans bien léchés, qui relevaient un peu le niveau, mais sinon, ouais, c'est comme le film que tu regardes entre potes, mais pas sans les potes parce que t'es en confinement, et où tu fais plein de commentaires à la con pendant, parce que sinon, juste, c'est pas tenable. En effet, c'est difficile. Benoît? Moi, j'étais assez mitigé. En général, je suis plutôt très bon public, mais pour le coup, j'ai eu vraiment du mal, donc c'est qu'il doit vraiment être mauvais. Ah ouais, à ce point-là. L'analyse est folle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans le film? Est-ce qu'il y a un élément du film qui a retenu ton attention? En bien ou en mal? Non, enfin, je trouve que ça a voulu, ça faisait un peu trop de tout. Je pense que le mec c'est un peu comme quand t'as envie de vraiment trop bien faire, et du coup t'en fais trop, mais tout le temps. Et j'ai effectivement le côté fatigant. Quand à la fin, ça m'a épuisé.
Un film épuisant, hein, avec un gros montage, n'est-ce pas? C'est vrai, ça, pour le coup. Ouais, ça m'a fait la même chose. Et attention, je vais dire un truc et ne soyez pas trop choqués parce que je fais un parallèle avec ça que pour une chose, ça m'a fait penser à Mad Max Fury Road. Au niveau de... Oulala! Voilà. Oulala. Allez-y, c'est bon? C'est passé? Je parle juste au niveau du rythme. Je parle juste au niveau du côté épuisant. Personnellement, moi, quand j'ai vu Mad Max Fury Road, j'étais exténuée parce que ça ne s'arrête jamais. C'est évidemment beaucoup mieux foutu et beaucoup plus profond que ce qu'on a vu là, mais t'as ce côté où tu te reposes pas, ce qui fait que selon comment tu vis un film, soit t'arrives à rester dans une situation de stress et donc t'arrives à rester devant en continuant de le regarder, soit exactement l'effet que ça m'a fait, tu décroches parce que ton corps et ton esprit ne peuvent pas tenir ces niveaux de tension et de rapidité, donc tu fais juste, ok, je vais juste zoner et penser à autre chose parce que là, de toute manière, j'arrive pas à être dedans et je peux pas rester sous cette tension-là. Surtout quand elle a aucun intérêt, ce qui est le cas dans ce film. Il n'y a pas d'intérêt à cette tension permanente. Tu sens jamais un niveau de danger. Il y a pas de profondeur dans le personnage. Ils essaient d'en installer 2-3 fois, mais c'est ridiculement fait. Ah là Donc, là. de base, c'est sans enjeu tout le long. J'ai peur du feu. Tu sais, elle fait péter des trucs de partout, elle utilise des bugs sur des drones, nanana. Oh non, mon Dieu, une flamme! Et là, ils te mettent un background dégueulasse avec un accident de bagnole et en fait, Mais oui, tu es ma fille. Bah oui, Pourquoi il lui fallait de la profondeur à la pauvre petite. Ils avaient rien. C'est un film qui ne respecte pas ses propres règles déjà de base, puisque ça commence par en fait les flingues ça te rend sourd et puis il y a du recul et puis c'est pas facile à utiliser, à une petite midinette qui tire une Gatling sans recul, assez mal filmé donc elle est habituée. Ah, ça doit être ça. Les flingues ça marche sur tout le monde sauf sur lui, c'est-à-dire que le méchant qui a un flingue avec un canon long comme le bras, normalement quand il tire avec ça, il s'envole. Enfin, il perd un bras, quoi. Il tire même pas ça à bout de bras comme ça, il tire pas deux coups d'affilée. Enfin, c'est une succession de trucs, ça ne respecte pas ses propres règles. Ah, mais en termes de propres règles, là où tu peux rire, c'est aussi le retournement, mais comme ça, comme un P, tu vois, du public. Les gens, ils regardent, ils sont là, ouais, vivement qui crève et tout ça, et à la fin, ils sont à fond pour lui. Sauf que les passages de discussion où justement ils vont s'organiser pour essayer de remonter contre le système et tout ça, ils te disent clairement que personne de l'organisation là de Schism ne les voit. Donc aucun internaute ne les voit discuter entre eux et essayer de trouver une stratégie. Donc en fait, pourquoi est-ce que tout à coup ils se mettent à le soutenir alors qu'avant ils voulaient qu'il crève? Il y a aucun ressort scénaristique. Il y a rien. Et puis le mec est poursuivi par des drones tout le temps, sauf quand ça arrange le scénario. Non, là, c'était pour pas qu'on sache que la police était avec eux. Ouais, alors le drone il a fermé les yeux. Ouais, mais quand ils arrivent à négocier, les deux sont poursuivis par des drones en permanence pour être filmés. Même quand ils vont se planquer dans les poubelles, il y a un drone sur eux. Et là, ils arrivent à trouver un moment où ils peuvent négocier et une tactique pour justement aller envahir les méchants. C'est très surprenant. C'est con, fallait recharger les drones, hein, et ça n'a pas beaucoup d'autonomie, hein. Ça doit être ça. Ça doit être. Après, j'ai l'impression que ça a été écrit par un gamin de 15 ans, et ça, c'est vraiment brutal. Et ça, dès les premières minutes, où il commence un peu à dénoncer, entre guillemets, la société d'aujourd'hui, avec les grandes lignes, avec une voix off abusée. Non, c'est vraiment terrible. Après, je suis pas aussi définitif que vous. C'était un peu divertissant, mais c'est toujours agréable de voir Daniel Radcliffe. Non, mais Marwan, arrête, on sait pertinemment que tu rigoles à chaque fois que quelqu'un tombe dans une poubelle. Mais oui, mais c'est drôle ça, arrête. Pour le coup, je rejoins Marwan avec sur le fait que le film a quand même un petit côté divertissant et il est grandement dû à Daniel Radcliffe qui est à fond sur tout ce qu'il fait. D'accord. C'est le point fort du film en fait. C'est que Daniel Radcliffe, il rappelle que c'est un putain d'acteur, sauf dans Harry Potter parce que c'est de la merde, mais parce que là il s'amuse en fait, il se fait plaisir, il a le champ libre et il fait n'importe quoi, il est heureux et ça fait toujours plaisir. Parce après, que tu veux voir Daniel Radcliffe aux toilettes avec deux flingues accrochés qui est en train de faire bah oui, c'est drôle. Non, mais ça reste un peu marrant, le contexte est assez drôle et lui comment il le joue, il le rend plutôt bien. C'est tout ce qui va autour qui va pas en fait. Le creux qu'on reproche, c'est qu'en fait, c'est très jeu vidéo, c'est ce qu'on reprocherait à un beat'em all en fait, c'est un mec avec deux flingues greffées qui va taper sur des méchants, c'est un scénario de jeu vidéo. Et le manque de profondeur, c'est parce qu'en fait, c'est un scénario de jeu vidéo. Il va d'un tableau à l'autre, il y a une poursuite en bagnole, il tombe sur des mafieux, donc il y a un tableau où il tape sur des mafieux, et puis il y a le tableau final où ils vont dans la base des méchants, dans un hangar abandonné, parce que les jeux vidéo en général, c'est dans un hangar abandonné. Les mecs ont des looks de punk fluo, flashy, ça fait ça fait penser à Borderlands un peu, ou peut-être à Fortnite, ou même Street of Rage.
Il s'auto-référence aussi. Le problème du film, c'est que c'est un film qui s'auto-référence, c'est-à-dire qu'on aura capté qu'il y a une référence à Édouard aux mains d'argent, le fait qu'il ait 2 flingues, mais il y a quand même un mec dans le public ou un mec qui va croiser, qui va lui faire la vanne. Donc ça annule la référence. Des lourdeurs comme ça dans ce film. C'était pas toi, Alex, qui était ultra énervé par rapport à la scène où le méchant, du coup, pour être obligé de montrer qu'il est méchant, là, il est obligé de buter ses sous-fifres. Oui. Ça t'avait énervé, ça? Oui, mais pourquoi à chaque fois un méchant tue ses coéquipiers? Enfin, arrêtez. Parce que c'est un méchant. Parce qu'il est très méchant, il a des tatouages, il est méchant. Bah, c'est ça, il est entouré de punk et de... Comment il s'appelait? C'était quoi le nom du type avec le masque, là? C'était Shitface ou un truc comme ça. Non, ça vous dit rien? On s'en fout, mais on l'a déjà oublié, mais on s'en fout en fait. Non, mais ça a été écrit par un gamin de 15 ans. Voilà, c'est ça. Et le problème de faire un film sur le jeu vidéo, c'est que comme l'a dit Thierry, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle Scott Pilgrim qui est sorti avant. Donc c'est très difficile. Bon, alors après, faut pas oublier que bien malheureusement, Scott Pilgrim est à ce jour, malgré quelques trucs un peu moins ratés que d'autres, le seul film qui parle de jeux vidéo et qui est bien de bout en bout. Et en plus, c'est une adaptation de comics. C'est là que c'est super drôle, c'est que ça adapte même pas un jeu et que ça en parle sans réellement en parler. Et c'est pour ça que c'est brillant, enfin bref. Mais non, moi en fait, quand tu vois ça, là, ce que j'ai eu envie de voir en fait quand j'ai vu ça, et en plus on parlait d'Ultimate Game, donc on parlait de Neveldine et Taylor, bah matez Crank. Maté Hypertension, c'est exactement le même genre de scénario. Un mec se fait choper par des méchants, on lui met un ultimatum en mode si tu fais pas ça, tu crèves, et il va aller désouiller du méchant. Sauf que Hypertension, c'est génial à regarder, c'est super fun. Et toi, il y a ça qui nous reproche d'être sérieux. Bah, c'est complètement con, Hypertension, et c'est très bien. C'est complètement con et ça fait du bien. Là, c'est complètement con, mais en plus, c'est pas divertissant. Et il y a Jason Statham à poil sur une moto à un moment. Il y a Jason Statham à poil sur une moto, merde. Le monde mérite de voir ça, je trouve. Il y a Jason Statham qui, parce qu'il doit se mettre des shots d'adrénaline dans la gueule, sinon il meurt, il chope une nana, il la baisse sur un hippodrome pour se faire des shoots d'adrénaline, quoi. C'est n'importe quoi, mais au moins, tu mates ça, tu te dis, voilà, t'es dans un délire annexe, les mecs, ils vont au bout du truc. C'est fun. Mais je suis complètement d'accord sur Hypertension, hein, et j'adore ce film. C'est juste que Guns Akimbo, en fait, j'ai pas, je l'ai pas pris au sérieux dès le départ, en fait. Du coup, j'ai pas eu de déception. Je vois le délire, oui. Ouais. Ah oui, il faut absolument pas le prendre au sérieux. Hein. Non, pour le coup, je comprends. C'est ce qu'il faut faire, voilà, totalement. Bah, absolument, c'est ça. C'est pas réaliste. C'est-à-dire que les tentatives de réalisme n'ont rien à faire là, et les tentatives de sensationnalisme ou quoi que ce soit viennent dénoter dans tout cet univers complètement décalé, quoi. Mais Thomas, quand tu parlais par exemple des drones tout à l'heure, pendant qu'on regardait ensemble, t'avais dit justement tiens, le drone il est pas là pendant que les deux persos ils se parlent. J'y avais pensé aussi, après je me suis fait ouais bof, on s'en fout. J'y ai pensé, je me suis dit ouais mais on s'en branle en fait. C'est pas grave, on continue, on y va. Non mais c'est ça, mais le scénario ne respecte pas ses propres règles, ou alors les règles de vraie vie ne s'appliquent qu'à Daniel Radcliffe. Oui. C'est-à-dire avoir mal aux oreilles, mais ça marche qu'au début, hein. Après c'est bon, oui, visiblement après, ça va mieux. Bon, il a trouvé des boules pièces. Et après il a des flingues clouées dans les mains et ça l'inquiète pas plus que ça d'être blessé, il devrait être à l'agonie mais il s'en fout donc Ouais, je trouve que vous parlez beaucoup pour des gens qui connaissaient pas. Déjà, greffez-vous des flingues dans les mains. Mais déjà, ça doit faire mal et ça doit pisser le sang, quoi. Baladez-vous avec des chaussons tigres dans la rue aussi déjà, et après vous verrez ce que c'est le traumatisme. Parce que franchement... Je pense que c'est ça la pire épreuve, en fait. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'après, en fait, il est mort du tétanos. Ah, il y a de fortes chances. Fallait pas jouer avec des clous rouillés. Et le pire, c'est que ça ouvre sur une suite, hein. Ah, mais moi, je suis persuadé que ça va devenir une franchise, cette connerie, hein. Et ça va être incroyable, hein. Ah non. Il va y avoir Guns Akimbo au Maroc et tout, il va commencer à faire des trucs de fou, hein. Ça va être... non, il va défoncer tous les schismes de l'histoire, ça va être génial, hein. Guns Akimbo dans l'espace. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais à quel point il est devenu méga fort en 24 heures. Au début, il savait pas tirer avec un flingue, et puis à la fin, il les tue tous comme si c'était son métier depuis sa naissance. C'est impressionnant. Mais ça, c'est l'XP, ça. Ça, c'est l'XP. C'est ça, oui. C'est John Wick à la fin. Non, mais c'est vraiment John Wick à la fin. Boost d'XP. Non, mais le film m'a beaucoup fait penser à John Wick, mais en caca. Non, mais il y a un bout de réalisme où à la fin, quand même, quand il tire sur le méchant, il le rate. C'est vrai, vachement bien en plus. Moi, ça m'a fait marrer à mort, ce truc. En tout cas, ce film nous a ratés, ça c'est sûr. Complètement. On a parlé de violence qui se voulait fun, là on va parler de violence qui se veut beaucoup moins fun. You're losing perspective and compassion. There's a reason I'm sitting behind this desk running things, and you're out there with a partner that's 20 years younger than you. Hey, Anthony's got a mouth with his own engine, but he's solid. I'm thinking about the kind of future I can offer my girlfriend. Pops is a yesterday who ain't worth words. Good heavens and praise be to him. Your absence was a weight upon us. Thank you, Mr. Edmonton.
I don't like doing things with so many question marks everywhere. There's a lot of imbeciles out there. Traîner sur le bitume, dragged across concrete. Donc le premier mot que dit Vince Vaughn dans la bande-annonce, c'est anchovies. C'est génial. Yeah, et je l'ai répété toute la journée. C'est clair, t'arrêtais pas. Un film Amazon exclusive, sorti il y a peu sur Amazon, mais sorti dès juillet 2019 en DVD. Un film de Craig Zeller avec Mel Gibson et Vince Vaughn. Deux flics suspendus à cause de leur méthode plutôt violente vont tenter de se faire du pognon en braquant des braqueurs. On peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. C'est bien. Et je n'en révélerai pas plus, parce que sinon ça spoilerait énormément. On peut noter également au casting Don Johnson, me semble-t-il, Udo Kier, Jennifer Carpenter aussi. Un film de, quand même, 2h39, 1 heure de plus que le précédent, en gros. Est-ce que vous les avez sentis passer dans ce film noir et sombre et policier, et très très sombre ? Non. Tellement, on les a sentis passer, mais c'est dans le bon sens du terme. Moi, Craig Zeller, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On avait découvert ses scénarios parce qu'il avait scénarisé Puppet Master, qu'on avait vu l'année dernière au PIF, et on s'était bien marré devant. Du coup, j'ai voulu m'intéresser à ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir. Il avait fait Bone Tomahawk, c'était un western avec des tribus cannibales. Il avait fait Brawl in Cell Block 99. C'était aussi avec Vix Dog qui devait se faire emprisonner, puis tabasser des mecs pour aller dans une prison de haute sécurité, puis être en confinement pour pouvoir buter un mec qui est dans les isolements totaux de la prison, quoi. Et c'est ultra violent. Alors là, du coup, je m'attendais à quelque chose comme ça, surtout quand je voyais le scénar, et finalement, c'est pas du tout le même rythme. Donc la première fois, c'était assez surprenant. On l'a vu avec Alex, on n'a pas du tout aimé. Lui, il est parti au bout d'1 heure. Moi, j'ai fini par lâcher. Et là, par contre, la deuxième fois, je me suis dit, je vais le revoir. Il s'est calé avec moi pour littéralement se foutre de ma gueule en mode, tiens, tu regardes encore ce truc. Et on n'a pas lâché une seule seconde des 2h38. C'est vrai que c'était assez improbable. On devait être dans le mauvais mood ce soir, mais c'était littéralement insupportable. C'était très long, ça se fait très au sérieux. On aurait dit un drive, mais en juste long, quoi. Et c'était pas possible. Et là, je me suis retrouvé avec Thierry bouche bée en disant, mais qu'est-ce qu'on a raté? Ce film est génial. Je pense qu'il y a une question d'ambiance, il y a une question voilà, d'être prêt ou pas à regarder ce film. Et effectivement, il est très long, il faut se sentir prêt à le regarder. Mais alors après, c'est une belle claque. Un film très très long, 2h40 je le répète, qui n'est pas sorti en salle à cause de ça. Alors, il semblerait que ça soit parce que le réalisateur avait une clause de Final Cut dans son contrat. Lionsgate, le distributeur, lui a demandé de faire une version de 2h10 pour le passer en salle, et il a refusé. Est-ce que ça valait le coup de garder ce montage complet? Moi, je trouve que, oui, le film est très 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 bien comme il est, en fait. Moi, je l'avais vu je l'ai pas revu, du coup, là, pour le podcast, je l'avais vu, quand il était sorti en DVD, l'été dernier. Mais ça m'a laissé une forte impression. C'est un de mes films vraiment coup de cœur de l'année dernière. Je trouve ça génial, en fait. Il y a un gros côté Michael Mann, je trouve, dans le style. On peut penser à Hit, par exemple, avec ce côté thriller pas mal nocturne, donc et urbain en même temps. Et moi, je trouve que c'est un genre que j'aime beaucoup, et là, c'est vraiment bien fait. Et tout le traitement des personnages, le fait qu'il n'y ait pas de manichéisme, que le duo de flics, soit quand même assez profond au final. C'est pas juste de ripou, enfin, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a des scènes super fortes. Sans spoil, je vais juste dire scène de banque au milieu du film. Enfin, elle est géniale, cette scène, je trouve. Et oui. On peut me rejoindre, on est d'accord, non? Elle est au bout d'1h30 du film, quoi. Et moi, j'ai l'impression que le film commençait au bout d'1h30. Ah, mais tellement pas. Là, je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est plus, il y a 1h30 d'introduction de personnages avant que l'action commence. En même temps, c'est normal, c'est quand même des mecs qui vont être en planque, donc on te met dans l'ambiance de la planque avec des jours d'attente avant qu'il se passe un truc, en fait. C'est long et ça présente les personnages, mais parce que je pense que le film se veut autant être une étude de caractère et de personnages qu'un film d'action, en fait. Peut-être même plus travailler ces personnages. Tout est axé autour justement des interactions et de l'évolution des protagonistes, que ce soit les deux flics et la troisième personne qu'on suit en parallèle. Arwan ? J'ai été beaucoup moins fan de ce film. Je l'ai trouvé très intéressant à bien des égards, mais assez décevant sur son rythme qui pour moi je trouvais assez inégal, et je ne sais pas si c'était ma télé, mais j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à filmer, ou si c'était fait exprès, les visages quand il y avait un peu de pénombre. Je disais un film sombre, mais c'est aussi un film sombre visuellement. Pour ma part, je l'ai vu de jour, avec des reflets sur l'écran, donc autant vous dire que j'ai pas vu grand chose, parce que c'est très 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 sombre et à contre-jour. Un peu comme le dernier épisode de GOT. C'est un peu ça, ouais.
Je peux pas en vouloir d'avoir joué avec la pénombre. Les 2-3 fois où j'avais réussi à mettre de l'ombre, on voit les silhouettes un peu, c'est très joli, mais c'est vrai que sinon, voyez-le dans de bonnes conditions. Je vous préviens tout de suite. Ah, clairement. Loli, tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas eu le temps. Tu ne l'as pas vu? Benoît, est-ce que tu l'avais vu, celui-là? Non plus. Mais du coup, ça me donne envie. Du coup, ça te donne envie aussi. Hera, tu l'avais vu? Hors de question. Hors de question, ça m'étonne pas. Et Ça annonce la couleur. il y a ça, je crois que tu n'es pas arrivé jusqu'au bout, je crois. Je suis pas arrivée au tiers du premier tiers. On va dire ça comme ça. Je sais pas, enfin, les premières minutes m'ont paru assez plates, du coup, et longues. Et dès que j'ai vu, en fait, Mel Gibson et sa jolie moustache sortir la première réplique, j'étais là, nope. J'avais l'impression que c'était mal joué. J'avais l'impression, je sais pas, je me suis dit, et j'ai vu 2h30 et quelques, je me suis dit non, je vais pas me coltiner tout ça. Donc j'ai abandonné assez vite. Désolée pour vous les gars. Je sais pas ce que tu rates. Je comprends parce que effectivement, il y a 1h30 d'introduction de personnages, d'introduction de situations qui posent un peu les bases. Et si vous voulez gagner du temps, commencez au bout d'1h30. Vous allez arrête, ça va pas durer 1h25 comme ça, vous verrez le braquage. Je vais entendre, mais oh. Jamais, parce que en plus chaque présentation de personnage ressemble un peu à un tableau. Oh, non, je trouve ça maladroit. Hein. Le type qui sort de prison, la scène est super belle et pourtant c'est un type chez sa mère. Et au niveau des lumières, au niveau de l'ambiance, au niveau de ses enjeux à lui, c'est super fort. Et après on passe aux flics et c'est pareil, chaque scène est super forte. On n'entend pas la moitié des mots, mais je suis d'accord. Mais ce qui intéresse surtout le réel ici, c'est les personnages. Là, je troll un peu en disant allez au bout d'1h30 parce qu'effectivement, l'action en elle-même ne concerne qu'1 heure de film. Effectivement, c'est énormément de présentation. L'exemple le plus marquant, c'est le personnage de Jennifer Carpenter qui n'est que de la présentation de personnages. On ne la verra quasiment pas du film. Et ce qui intéresse, je pense, le réalisateur, c'est plus le drame social, entre guillemets. Quand Mel Gibson, par exemple, te dit que sa femme est malade et que sa fille se fait agresser, bon, comme il le dit 3 fois dans le film, il nous le montre en plus avant. Donc c'est pour accentuer, si tu veux, le drame social, la misère de ces personnages qui sont écrasés, qui ont des besoins de pognon, qui sont obligés de faire des trucs qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. C'est très réac en plus. Hein. Il y a ça. Non, c'est pas réac, moi je trouve justement. Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord. C'est ce que j'allais dire, c'est que, c'est un écueil qu'il aurait pu avoir, mais je trouve que le film est justement pas du tout réac dans son traitement, de la société de manière générale. Et le personnage de Mel Gibson a une très très belle évolution là-dessus, avec, la relation avec, le personnage qui sort de prison, dont j'ai oublié le nom, parce que du coup ça fait 8 mois que j'ai vu le film, donc j'ai plus tous les trucs en tête. Mais c'est un truc que j'avais beaucoup lu à l'époque sur le film, le fait que c'était politiquement un peu limite, mais franchement moi je pense que il y a une double lecture à faire et que le film justement se veut complètement neutre à ce sujet-là à travers toute la galaxie de personnages qu'il met en valeur. Et c'est aussi la force qu'il a en fait. Je trouve que c'est très très bien écrit par S. Craig Zahler. Après, tu vois, ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est aussi donc ces présentations. Je trouvais vraiment que ça perdait vraiment en puissance. Ça avait l'air d'être à chaque fois des morceaux de téléfilm. Et excusez-moi, mais vraiment excusez-moi. Mais il y a un problème avec les chambres où ou même les salons quand le soir avec juste une ampoule à peine allumée. Les gens vivent dans la pénombre. Il y a quasiment pas de lumière. Je sais pas ce qu'ils font chez eux, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que, après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le duo de policiers, le duo d'acteurs qui est vraiment, pour moi, phénoménal, très bien écrit. Mais je trouve que vraiment, à chaque fois, il y a un manque de rythme qui est flagrant et qui est fatigant, et puis même un problème un travail dans la lumière qui m'a pas mal aussi embêté. C'est un film qui prend son temps. Nos 2 flics ont des méthodes un peu musclées, peut-être pas de la torture, mais pas loin. Eh bien, il est temps de dénoncer ces vilaines méthodes. Let me ask you a question. Why did the CIA torture people, lie about it, and then hide it from history? After 9/11, everyone was scared. Scared it might happen again. We need to stop attacks in the future. And we are in whatever business it takes to get the job done. Find out exactly what they did. One detainee, they waterboarded him 183 times. If it works, why do you need to do it 183 times? Maybe when the report comes out, people will finally see that. The Report, film Amazon original, sorti en novembre aux États-Unis et en France sur Amazon en VOD. Un film de Scott Z. Burns avec Adam Driver et Annette Bening, donc nommée aux Golden Globes pour ce rôle. Rôle de sénatrice.
La sénatrice Dianne Feinstein charge un de ses conseillers, un membre de son cabinet, Daniel Jones, interprété par Adam Driver, d'enquêter sur les méthodes d'interrogation poussées, de torture, on peut même dire, employées par la CIA après les attentats du 11 septembre pour faire parler les terroristes et leur soutirer des informations vitales, des informations exclusives pour sauver des vies. Hélas, la CIA ne se laissera pas faire, malgré les accords avec le Sénat, et Adam Driver devra lutter. Adam Driver qui écrira d'ailleurs son personnage, qui sortira finalement ce rapport en rapport de 500 pages, qui en faisait à l'origine 7000, soit à peu près le même nombre de pages que le script de Traîner sur le bitume. La référence. Moi, je m'attendais à un film de bureau. Je dois prévenir que si vous voulez regarder ce film, il y a des scènes ultra choquantes de bureau. De bureau. De torture de bureau. Il y a des tortures de bureau. À un moment, ils se coupent avec une enveloppe. À un moment, c'est terrible. Attends, et clic sur la petite lampe. Une craie sur le tableau noir, c'est affreux. Non, ouais, parce que les tortures, on connaît. Vous connaissiez les privations de sommeil, les simulateurs de noyade, les postures inconfortables. J'ai découvert notamment l'hydratation rectale. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà, bon. Attention, ça choque. Voilà. Avez-vous été choqué? Avez-vous été pris par le feu? Ah, Hera, oui. Pardon, enfin je disais oui, enfin bon, moi ce que j'ai découvert, c'est que ce que la CIA utilisait comme musique pour torturer les gens, c'était approximativement ma playlist. Pose-toi les bonnes questions. Faux, ouais. Tu vois ce que vivent tes voisins maintenant. C'est vrai. The Report. Est-ce que justement ça a été une torture pour vous? Non. Pas loin. Pas loin. Ah, un duel Thierry-Ellie peut-être? En plus, on a un peu échangé dessus déjà. Non, en vrai, j'ai pas trouvé ça affreux mais je suis assez mitigé. En fait, je trouve que la première heure est ridicule, mais vraiment horrible. En fait, je trouve que les flashbacks que t'as trouvé, que tu peux dire choquant, moi j'ai trouvé ça vraiment nul et grossier et malvenu et pas bien fait. En gros, la première heure, j'ai l'impression de voir une des émissions de TF1 genre Au nom de la vérité ou ces conneries-là, avec les scènes de reconstitution d'affaires, mais genre juste avec du budget. Et je trouve ça juste déjà très moche, avec des effets de montage genre qui sont même plus anachroniques à ce niveau-là. Le monteur mérite la pendaison par les couilles. Oh. Et il n'aime pas qu'on revienne en arrière, j'ai l'impression, dans les montages, ou qu'on aille en avant. Les flashbacks et les flash-forward, j'ai l'impression que... Non, j'aime beaucoup les flashbacks, mais c'est juste que là, la manière dont c'est fait, je trouve ça, ça n'a aucun... Déjà, je comprends pas. En fait, pour moi, déjà, ça perd complètement tout le fil. Genre, on n'a pas besoin déjà de voir les tortures. Pour moi, je trouve que ça n'apporte rien au film. L'enquête est beaucoup plus intéressante. En fait, je trouve que la deuxième heure, dès qu'on se resserre complètement sur le Adam Driver, son personnage, son enquête, ce qu'il essaye d'apporter, le film gagne vraiment en souffle et en portée. Et là, ça devient assez intéressant, même si la forme, par contre, est plate comme la queue d'un castor, quoi. Il y a un moment, là, on n'est pas sur Dark Waters qui avait réussi à maîtriser tellement les codes d'un genre pour les propulser. Là, on est juste sur quelqu'un qui fait le service minimum et voilà, c'est plutôt sympa, ça fait le taf. La deuxième heure fait le taf, mais la première, vraiment, j'étais pas très très content, on va dire. Je me faisais vraiment chier. Et en fait, il y a un moment, j'ai regardé genre la durée du film pour voir où j'en étais. Et j'ai vu 50 minutes. J'étais en ressenti 8h30 là déjà. J'ai cru que j'allais mourir, franchement. Mais après, ça va mieux. En fait, c'est précisément parce qu'il y a cette deuxième heure qui est extrêmement bureaucratique que tu as une première heure qui est un peu plus rythmée et qui va un peu plus dans le passé. C'est pour essayer d'illustrer ce qui va être évoqué dans la seconde partie. Après, je suis entièrement d'accord avec toi, je me suis pas amusé non plus, je me suis bien emmerdé devant. J'ai pas trouvé que c'était un film d'enquête qui apportait quoi que ce soit au genre, ni qui proposait quelque chose de nouveau, ni qui racontait une histoire d'une manière intéressante. Je trouvais ça très plat aussi, mais je pense que si t'avais pas cette première partie qui essaie justement de montrer le contenu, la deuxième aurait vraiment zéro impact. Mais c'est surtout que si on te montre pas la torture, alors je pense que c'est l'argument du film, c'est qu'en fait on te montre deux méthodes d'interrogatoire, une sans violence qui marche et une avec violence qui marche pas. Ah, en gros, c'est le propos du film, hein. La violence c'est pas bien. C'est ça. C'est pour te montrer, et en plus donc on te montre que la violence ça marche pas, que les mecs qui font de la violence, ils sont dépeints comme deux demeurés qui savent pas ce qu'ils font mais qui vont quand même s'en mettre plein les poches, et on te met de la torture sur des mecs qui sont humains quoi. On sait pas trop, on sait qu'ils sont reliés à Al-Qaïda mais on sait pas trop par quoi ni comment, et on se demande si ce sont juste des indiques ou pas. Mais on voit des mecs torturés en fait sans trop savoir d'où ils viennent, et on voit des humains torturés, et c'est pour te choquer, c'est pour réveiller le spectateur et lui dire non, le mec se bat parce que ce
qui dénonce, c'est choquant et que ça mérite qu'on se batte pour ça. Et que si c'était resté dans un bureau, si c'était juste une ligne, des mots comme ça, oui, la torture c'est moche et la guerre c'est moche aussi. Je pense que c'est pour réveiller le spectateur. Enfin, en tout cas, sur moi, ça a marché. C'est fait pour révolter, concrètement, oui, c'est le genre de film où tu dois t'insurger contre quelque chose pour avoir envie de suivre les personnages jusqu'au bout de ce truc. Ça me fait beaucoup penser, de toute façon, c'en est un aussi, hein, à des vrais films juste de procès. J'ai vu le verdict de Lumet justement tout à l'heure sur un avocat qui va plaider pour une jeune femme en fait qui pendant un accouchement se retrouve avec le mauvais anesthésiant et du coup elle va devenir un légume. Et il va essayer de prouver qu'il y a eu une erreur médicale et ça, et c'est très compliqué. Et ça m'a fait penser à ça en fait, sauf que bon, dans le verdict on te montre pas l'accouchement, tant mieux. En fait, moi la torture, je l'ai trouvée assez intéressante, enfin pas intéressante à regarder, mais intéressante à montrer, dans le sens où on te montre surtout la vacuité de tout ça. On te montre des mecs qui finissent par obtenir 2-3 trucs et en fait les mecs leur disent qu'ils savent déjà, juste pour qu'on leur foute la paix parce qu'ils n'ont pas plus d'informations que ça. Après, en fait, voilà, on te montre en fait que tout ce que tu vois dans la première heure, on te montre que ça n'a servi strictement à rien. Et la deuxième partie, après, te le prouve cette fois-ci par des dossiers. Ça, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai bien aimé la façon dont c'était fait. C'est peut-être un petit peu long. Et à la grande limite, moi, j'ai bien aimé aussi quand ils ont montré que Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, c'était clairement de la propagande américaine. Sans déconner. Voilà. Mais ouais, il y a un petit tacle sur Zero Dark Thirty et sur 24 aussi. Mais en fait, justement, moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que, ouais, il y a ces tacles-là que j'ai trouvé intelligents. Sauf que je trouve que tout le film, et tu vois, Ellie, au final, tu vas voir que j'ai pas tant apprécié que ça, je trouve que tout le film est désavoué, en fait, dans son quart final. Genre l'espèce de discours d'Annette Bening, en gros, qui disait grâce à la grandeur de l'Amérique, on a réussi à exploser ces gens parce que on est quand même américains, donc on reste quand même les plus forts et on reste les meilleurs et on n'acceptera pas ça, même si c'est nous qui l'avons fait. Et j'étais là en mode, ouais, donc en gros, tu te branles quand même sur toi-même, quoi. Et ça m'a saoulé de dire qu'ils voulaient dénoncer un système, mais au final, ils te disent que le système, il est parfait. C'est juste que des fois, il y a des gens qui sont déviants. Et c'est là que ça me dérange, en fait. Bah, justement, moi, j'allais t'évoquer ça parce que tu disais, ça sert à ce qu'on s'insurge, à faire insurger le spectateur, c'est Thomas peut-être qui disait ça, pardon. Je sais Oui. plus. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux t'insurger autant que tu veux en tant que spectateur et en tant que petite personne dans ta petite vie. C'est pas toi qui est aux commandes de la CIA et c'est pas toi qui est derrière, c'est pas toi qui est en train de torturer quelqu'un, tu vois. Donc, pour moi, même si pour moi, c'est encore un de ces films qui montre qu'un truc est pas bien. Mais bon, là pour le coup, ok, si ça apporte quand même un peu des solutions, puisqu'on te montre qu'il y a eu un procès, qu'il y a eu un rapport en tout cas, qu'il y a quelque chose qui essaye d'être mis en place, sauf qu'on te balance des cartons à la fin en te disant oui, mais en fait, ces personnes-là, elles ont jamais été punies pour ce qu'elles ont fait, elles ont même été promues. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, donc tu peux t'insurger autant que tu veux toi de ton côté, bah ça fera pas avancer les choses. Donc en fait, je trouve que c'est un peu un de ces films qui te montrent un combat qui est déjà vain. Donc il te sert à rien, donc moi je le prends vraiment juste comme un film journalistique pur sur une histoire qui s'est passée, mais je le vois pas du tout comme quelque chose qui doit entraîner de la rébellion en moi, parce que évidemment que je suis contre la torture, et évidemment que je suis contre la guerre, et évidemment que c'est pas bien. Ça c'est des choses qui sont déjà acquis. Là j'ai rien eu de nouveau, ça m'a rien apporté, c'est pour ça que j'ai trouvé ça super plat. Voilà, et c'est là-dessus que je te rejoins en fait, Hera, et c'est pour ça que moi la première partie sur la torture me saoule, c'est parce qu'au final, enfin, on sait que le combat il est un peu vain vu que c'est pas nous qui dirigeons le pays et qui allons changer les choses. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait toute la partie sur la torture, justement pour nous choquer, nous insurger, enfin tout ce qu'on veut, bah au final je trouve ça assez hypocrite en fait dans la manière sur le film. C'est juste de la shock value ajoutée au film, mais sans grand intérêt sur le résultat final, quoi. Que ce soit sur la partie première qui est très agressive ou la seconde partie qui est bureaucratique, et que ce soit par la diplomatie ou par la force, dans les deux cas on est sur de l'injustice et peu importe dans quel sens il est amené. Et c'est pour ça aussi que ça m'a personnellement en tout cas beaucoup plu, c'est que on voit pas seulement ce qu'on a appris dans les médias, à savoir ah oui, au bout de 10 ans la CIA a utilisé des méthodes peu orthodoxes. On montre aussi les deux qui ont lancé ça, quelles étaient leurs motivations, et tout le long c'est des personnages qui prouvent l'injustice. Et ouais, si t'es pas prêt à être énervé par ce genre de choses, que ce soit ce film ou des films plus sarcastiques comme Vice, où t'as encore Dick Cheney, on l'embrasse, effectivement c'est pas fait pour toi, quoi qu'il arrive, spectateur. Ouais, après je suis d'accord. Vice m'a aussi emmerdé, donc oui je pense qu'il y a un problème de moi là-dessus aussi, tu vois, mais pareil, j'adore pas. Ça me fait rien du tout. Je pense que oui, c'est très subjectif ce point de vue sur l'implication du spectateur. Alors ce film, vous dites que c'est très journalistique, c'est inspiré d'un article paru dans Vanity Fair. Je vous dis ça juste comme ça par info. Ouais, à ce point-là. Oui. Ah oui, c'est inspiré d'un article, carrément. Ouais. D'accord. Dark Waters aussi, non ? C'est peut-être pas aussi long. Sauf que Dark Waters c'était bien, mais... Après, peut-être on sous-estime Vanity. Ils font des putains d'articles. Peut-être.
Non, mais c'est pas tant ça, c'est plus le côté développer un film de 2 heures sur Mais c'est ça aussi, un article. Bon, après, ça retire pas l'intérêt du sujet, mais j'aurais pensé que c'était que c'était inspiré du rapport qui avait eu lieu, en fait, plutôt. Oui, alors après, rien ne dit qu'ils se sont pas renseignés sur le rapport derrière. Oui, j'espère. Bien sûr. Aussi. Non, mais après, le rapport a été publié. Oui, non, mais c'est aussi un combat différent qui est souligné également. C'est pour se différencier de Snowden qui a balancé des infos en truand, qui donc est considéré comme un traître par les héros en question. Ce cabinet gouvernemental, ce cabinet de la sénatrice, c'est aussi le combat d'un homme contre un système bureaucratique pour faire émerger la vérité. C'est un héros moderne aussi. C'est vrai que c'est comme nous quand on va regarder un film d'action avec des mecs qui vont courir après des dealers, si tu veux, nous-mêmes personnellement on peut pas faire grand-chose contre ça. Donc suivre le héros. D'ailleurs, Driver est plutôt bon, mais son personnage est quand même assez unidimensionnel, quoi. C'est un peu triste. Enfin, c'est un très bon acteur, il l'a prouvé maintes et maintes fois. Enfin, surtout en ce moment, il est vraiment, je pense, au top de sa forme, quoi, vu ces dernières années. Mais là, il a quand même un rôle qui est assez plat, quoi, à l'image du film, je trouve. Enfin, pour moi, c'est presque du gâchis de le voir là-dedans, même si il fait très très bien l'affaire, quoi. Il a eu un prix pour ce film. Il mérite pas un rôle pareil, quoi, je trouve. Il a eu un prix pour ce film, Actor of the Year, décerné par le Central Ohio Film Critics Association en 2001. Voilà. Ça compense l'Oscar. Hein. Benoît, est-ce que tu l'avais vu celui-là de film? Celui-là non plus. J'ai aussi fait l'impasse. Celui-là non plus. Ouais. Et Loli? Oui, je l'avais vu. Ah, alors Loli, ton avis? Moi, le truc qui m'a vraiment fait super bizarre, c'est que j'ai l'impression que la scène du tout début se retrouve plus loin dans le film. C'est moi qui ai bugué ou c'est le cas? C'est le cas. Non, c'est le cas. En fait, ce qu'on voit, c'est le moment où ils volent le document vers la fin, ouais. Ouais. Ça m'avait Et quand il parle avec son avocat aussi. Aussi, ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc. Mais la façon dont c'était découpé, c'était bizarre. Mais c'est le teasing, c'est comme les pré-teasing avant les bandes annonces. Ben là, ils te pré-teasent le film. Là, j'aurais juste regardé ça, du coup, hein. Mais ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que effectivement, ça te montre, ok, la réalité de ce process a été comme ça, et ok, on a montré c'était pas bien, mais finalement les responsables ne se sont absolument pas fait taper sur les doigts. Comme dans beaucoup de films qui dénoncent, ils te montrent qu'il y a une injustice et que on fait pas grand chose pour y remédier. Ça me fait penser à The Big Short aussi, qui finit un peu comme ça d'ailleurs, au passage. Ouais. Bon, enfin, injustice, je te signale qu'ils font du manquement au sommeil, enfin quand ils les maintiennent éveillés, en leur faisant écouter du Metallica et du Slayer. Moi, j'approuve leur goût, donc en soi, j'avais quand même envie qu'ils s'en sortent. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils aient mis ça pour la qualité de la musique intrinsèque. Non, dans quel sens tu considères que Metallica c'est une torture, c'est ça? Non, mais dans le sens où moi tu me maintiens éveillé avec du Metallica. Genre moi torturé sur du Slayer, du Metallica, hein, je lâche rien. Mais moi je m'endors sur du Slayer et du Metallica, j'ai aucun problème à m'endormir sur du métal. Change de playlist et ravi. Je me suis endormi à un concert de Slayer en Allemagne, donc oui, c'est faisable. Ah, tu t'endors vraiment partout, Thierry, quand même. Oui. Bien, après toute cette violence, cette brutalité, on va parler musique, mais une musique quand même plus douce et un peu d'amour, parce que l'amour c'est bien aussi. I think I've had enough Tucker bloody Crow to last 20 lifetimes. Tucker has a new album, and I don't want to spend my time with someone who doesn't get it. Well, somebody new. Juliet Naked is a naked attempt to squeeze a few more quid out of a long-dead career. You wrote this. It was the strangest thing. I met someone on the internet. You're finally entering the modern age. You read that review I posted? You nailed it. I couldn't have explained it better myself. Tucker Crow. Tucker Crow, as in Duncan's idol, Tucker Crow. Yeah, it's really me. What's your story? Juliet Naked, film Amazon original. Oh, comme c'est beau. Sorti le 6 février en France sur Amazon. Et qui est passé à Sundance aussi en 2018. Tiens donc. Il y a beaucoup de films qui sont passés à Sundance. Petite pensée à Marwan, qui aime bien les films passés à Sundance. C'est vrai. Là, pour le coup, là, c'est vraiment le pur jus. Même sans savoir ce qui s'est passé là-bas, tu le sens. Tu le respires. Tu respires Sundance quand tu vois le film. Alors que Traîner sur le bitume, il était passé à Venise. Hors compète, mais bon, voilà. Ouais, tu le sens, le hors compète. Juliet Naked, 1h37, de Jess Peretz, avec Rose Byrne, Ethan Hawke et Chris O'Dowd.
L'histoire de d'Annie qui vit dans un trou perdu en Angleterre au bord de la plage. Elle vit avec Duncan, qui est un peu chiant, hein, mais bon, comme dans ce trou perdu, il n'y a personne, elle fait avec ce qu'il y a. Hein. Et Duncan est méga ultra fan d'un chanteur des années 90, Tucker Crowe. Ce Duncan est le leader du fan club, hein. Il est le chef des 200 fans encore restants sur le blog, sur le fan club du... Il n'a pas eu qu'un seul album. Hein. Ah ouais? Non, il t'explique même qu'il faisait partie d'un groupe de grunge. Et après, non, il a fait plusieurs albums. C'est juste que là, les mecs se focalisent sur le dernier parce que le dernier, justement, symbolise le moment où il s'est exilé. Et du coup, c'est très important pour eux d'essayer d'analyser cet album. D'accord, bon. Thierry a pris le relais du mec, en fait, qui gère le fan club, je crois, depuis... C'est ça. Voilà. Et, c'était par rapport à Let It Be Naked. Pour finir l'histoire, en insultant son mec sur son blog de fan, elle attire l'attention du vrai chanteur qui troll aussi sur ce site. Et ils vont nouer une correspondance. Oh, que va-t-il se passer ensuite? Est-ce que nos deux invités, vu qu'ils n'ont pas beaucoup parlé pour l'instant sur les films précédents, l'ont vu? Non. Oui, moi j'ai vu celui-là. Voilà. Benoît, du coup, si tu veux en parler. Ouais, vas-y. Alors, Benoît. Benoît. Bah, alors je me lance. Du coup, une petite comédie romantique assez relativement sympa, rien de fou, une histoire assez facile à lire en fait. Hein. C'est toujours un peu les mêmes scénarios, la rencontre un peu, l'histoire, enfin une espèce de rédemption de ce chanteur par rapport à sa situation de père. Enfin après on l'apprend, je vais pas trop spoiler si jamais il y en a qui veulent le regarder, mais par rapport à sa situation et au fait à l'explication de cet album et pourquoi il a arrêté sa carrière après. Voilà, comme dit, c'est pas fou, mais ça se laisse regarder. Moi, je trouve ça assez gentil. Après, je trouve que c'est bien porté par l'actrice principale aussi. Je pense que ça aide beaucoup. Ethan Hawke, qui est pas extraordinaire dans ce rôle. Je pense qu'il aurait peut-être gagné à être un peu plus trash, un peu plus proche de un côté un peu plus rock peut-être, parce qu'il l'a légèrement, mais c'est un peu trop lisse encore. Mais voilà, rien de dingue, mais assez sympa. Yassa. Yeah, moi je l'ai vu et j'étais pas partie pour le voir parce que j'avais pas envie d'une romance ou d'une comédie romantique, mais bon, c'est Ethan Hawke, donc et puis j'ai découvert qu'il y avait Chris O'Dowd dedans, et moi Chris O'Dowd, en fait, le gars, dès qu'il ouvre la bouche, son accent, moi il me porte, donc je me suis dit allez, vas-y, on va regarder. Et franchement, j'ai bien aimé parce que c'est pas lourdeau comme les comédies romantiques qu'on pourrait se prendre dans la gueule classiquement quand on va au ciné ou même ce qu'on voit à la télé. Et en même temps, l'histoire est assez, sans être très originale, elle est quand même assez particulière parce que ça repose sur un faux départ, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que la meuf, elle est coincée dans son mariage depuis 15 ans, et aussi un faux départ du côté de Tucker Crowe, qui le dit à un moment donné, il a foiré sa première moitié de vie. Et en fait, ça nous montre un petit peu comment deux personnes qui n'aiment pas un petit peu leur passé vont se retrouver finalement à la fin. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la fratrie très étendue qu'il y a autour de Tucker Crowe, c'est-à-dire qu'il y a un rapport assez très avant-gardiste peut-être à la famille. C'est que le gars, il sème des gosses un petit peu partout. Et... C'est juste une rockstar, hein. Oui. Oui, mais bon, je sais pas si les rockstars on a Thierry, ancien critique rock, qui pourra nous dire que je pense que les rockstars à côté, ça doit semer, non, Thierry? Non, pas trop. Par contre, les reggae stars, ouais, parce que Bob Marley a plus de 70 gosses désavoués. Ah ouais. Voilà. Non, mais oui, okay. Mais bon, bah. c'est pire que les marins, hein. Ils ont eu un gosse par groupie, hein, donc oui. Ah. Mais tu vois, c'est le genre de truc que je m'imaginais pas dans ce milieu-là, justement. Je pensais pas qu'ils se mettent des gosses un peu partout. Bah oui. Non mais ok. Attends, on dit beaucoup sex. Trop pur, Yassa. Non mais on dit sex, drug and rock and roll. On dit pas sex, drug and children. C'est pas faux. Ouais, mais children et sex généralement ça va quand même ensemble. L'un vient avant l'autre. Tout dépend à quel point. Je dirais pas lequel.
après, sur l'histoire en tant que telle, ça aurait été avec d'autres acteurs, je crois que je l'aurais pas regardé. Parce que des fois, ça m'arrive d'aller voir des trucs rien que pour les acteurs et de me laisser prendre au jeu. Et là, je me suis bien amusée. Je te comprends pour le coup parce que c'est vrai que la première partie est assez basique, ennuyante et assez classique, mais j'ai été touché par cette seconde partie, par cette idée de qu'est-ce qu'on va faire après, cette idée de deux personnes qui se remettent un peu en question et par rapport à leur passé, l'idée de se pardonner ou même juste de passer à autre chose et de pouvoir se permettre des choses. Et c'est vraiment intéressant. Mais c'est le seul point positif dessus qui vraiment démarrer avec une voix off, encore une fois, et c'est pas possible. En plus, j'ai enchaîné le Guns Akimbo et celui-là, 2 fois, ils présentent le film en voix off, c'est insupportable, voilà. Mais sinon, c'est sympa, hein. Mais j'ai bien aimé le côté peu conventionnel où on n'a pas les personnages qui doivent finir ensemble à la fin, qui dès le départ, qui... Pas vraiment. Bien ouais, genre. Les deux persos qui doivent finir, en fait, on les voit pas, on les voit avoir des interactions justement épistolaires. Je sais pas si on peut dire ça pour des emails. Bah oui. Oui, ok. C'est un peu rafraîchissant de se dire bon bah ils vont pas tomber dans les bras l'un de l'autre tout de suite. Et la fin qui nous est proposée, moi ça m'a convenu. Je m'attendais pas du tout à cette fin, mais ça me convenait. Thierry, ton cœur sensible, dis-moi. Ça a plutôt bien marché, moi j'ai trouvé. Après, moi, j'aime beaucoup Rose Byrne aussi et j'aime bien Ethan Hawke. Chris O'Donnell aussi d'ailleurs, donc même si là je trouve que il était très stéréotypé, mais non, ça fonctionne plutôt bien. C'est très très basique, c'est de la rom-com, c'est de la rom-com sans Richard Curtis quoi. Donc c'est toujours cette rom-com à qui il manque un peu de génie, mais ça coche les cases, c'est plutôt bien foutu, les personnages sont attachants. On se laisse porter, on a envie de les voir finir ensemble, même si on sait pertinemment que ça va y aller, on sait même comment, mais on est quand même content. Non, c'est ça n'a pas de prétention, j'ai l'impression. Voilà, je trouve que ça n'a aucune prétention et je trouve ça sympa. Vous parlez de Rose Byrne depuis tout à l'heure, vous la citez parce qu'effectivement elle tient le film et comme elle est le personnage central. Il faut savoir quand même qu'elle était enceinte de 6 mois pendant le tournage. Wait. Ce qui explique qu'elle est toujours filmée on filme surtout le haut du torse. Le haut. Le haut du torse, ou alors sinon, elle a un gros sac, ou un coussin, ou un truc devant, ou les bras croisés. J'ai vraiment pas fait gaffe. Elle était enceinte pendant le tournage. Ah, mais je me posais la question du gros sac pendant le voyage, et je me disais, mais pourquoi tu te trimbales un énorme... C'est un truc qui m'a sorti un petit peu du film, j'avoue. Oui, elle va passer l'après-midi à Londres avec un sac gigantesque, oui. Mais oui. Je comprenais pas. Ah bah ok. Ah bah d'accord. La vision du film de Yassa est totalement changée là, c'est fini. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, hein, officiel. Hein. Un Oscar pour Rose Byrne pour tenue de sac pendant un voyage. Bah, en même temps, c'est un défaut qui te sort du film. Peut-être qu'elle est prévoyante. Hein. Il faut vraiment avoir l'œil pour voir qu'il y a des moments ils peuvent pas faire autrement, mais oui, non, c'est bien camouflé, quoi. Mais c'est un effort du film. Moi, je me tourne vers le critique rock. Moi, je me tourne vers Thierry. Qu'est-ce que tu as pensé de la bande son du film? On n'entend pas non plus grand chose de ce qu'il joue. Après, c'est pas étonnant que ce soit pas mal associé à la vague grunge, en fait. Parce que bon, on s'en est pas non plus concrètement. En fait, c'est une sorte de folk. Ça me fait vachement penser à ce que faisait Neil Young à ce genre de période aussi. Donc avec des sons plus bruts, avec un côté très écorché, le mec chante assez faux, mais ça fait partie aussi du charme. Donc ouais, on est vraiment... De toute façon, on est toujours dans ce revival années 90. Et la musique rock des années 90, c'était ça. C'était des gars qui reprenaient un petit peu les carcans punk, en mode on va détruire la beauté musicale pour parler de nos écorchures, en fait. Et du coup, c'est pas vraiment étonnant. Bon, même si là, on voit un mec déphasé qui se rend même pas compte de ce qu'il a écrit, qui s'en rappelle à moitié, ce qui n'est pas étonnant non plus vu le milieu. Mais ouais, non, du coup, bah écoute, la bande-son est sympa, c'est des morceaux, là, c'est très rock grunge. C'est pas non plus très éraillé pour du rock grunge, c'est pas non plus très gras, c'est assez mignon, donc c'est pour ça qu'il y a ce côté folk. Mais ouais, c'est de la guitare-voix, quoi, c'est sympa. Mais vous saviez que le générique, la chanson du générique, elle est chantée par Ethan Hawke. Mais c'est pas lui qui chante tous les morceaux, il en chante plusieurs, hein. Ouais, presque tous, hein, je crois, il me semble. Je suis pas certain. Et d'ailleurs, on le voit même chanter un moment pendant le film, et ça fait plaisir. N'est-ce pas, Thierry? Et toi, t'adores quand Ethan Hawke chante, tu me l'as bien répété. Mais oui, je te l'ai dit. Mais parce qu'en fait, il chante déjà dans Boyhood de Linklater. Ouais, il prend sa petite gratte et il chante avec ses gosses. Il voit aussi
il y a tout un côté sur la paternité qui est très intéressant, et j'aime bien, du coup, je crois que le Ethan Hawke Cinematic Universe, il joue des papas un peu compliqués qui chantent, je crois que j'aime beaucoup. Faut le développer. On a aussi eu le droit à 5 secondes d'Ethan Hawke dans un train. Donc, ça a refait ma journée, moi. Oui. Ethan Hawke dans le train, on adore. On est d'accord. En fait, Ethan Hawke tout court, moi j'étais content déjà, hein, je vais pas vous mentir. J'ai vu sa gueule à l'écran, j'ai fait bon, au moins ça va être mignon et sympathique. C'est vrai qu'il a une bonne bouille. Ouais, moi je sais pas, après voilà, moi je pense que je vais beaucoup regarder pour ça, et ce que disait Yassa et même Marwan sur le fait que si on enlève les acteurs, il est tout de suite moins sexy le film, c'est un peu vrai. Moi, quand le film a été proposé, s'il n'y avait pas eu marqué dans la description Ethan Hawke et Rose Byrne, je m'y serais jamais tourné, je pense, et tout ce que ça m'a motivé, parce que j'ai vu Ethan Hawke en rocker un peu désabusé, moi je signe tous les matins, là y a aucun souci. Est-ce que tu es assez fan d'Ethan Hawke pour regarder The Kid sur Amazon? Attends, c'est Vincent D'Onofrio qui réalise, ça donne trop envie. Du coup, non, j'ai fait un choix entre les pistolets Ethan Hawke et les guitares. Entre les pistolets et les pistolaires, très bien. Ouais, nice. Très très bon. Mais c'est vrai qu'il était touchant pendant la scène de la guitare, parce que voilà, il montre à son gamin que une partie de lui, c'était mignon. Mais ouais, je suis d'accord, voilà. Ouais, c'était ma réaction pendant le film. C'était tout mimi, il y avait un mais les interactions avec son fils sont adorables. Ah oui, le fils est incroyable, faut le dire quand même. Le fils est génial. Il est trop poupi, j'avais envie de lui faire des câlins, alors que Dieu sait que les gosses et moi, il s'est pas gagné. Mais lui, il était vraiment trop bien. J'aimais beaucoup. Et puis même la manière dont il interagit aussi avec Rose Byrne, c'est super chou. Même les rapports entre les personnages, à part avec Duncan, qui est vraiment un énorme connard tout le film, et c'est un peu dommage, je trouve. Tous les autres rapports sont vachement cool. Genre entre les deux sœurs, par exemple, parce qu'on n'a pas évoqué la sœur de Rose Byrne dans le film, mais leur relation est vraiment mignonne aussi, tout ce côté mère de substitution de Rose Byrne, encore une fois tout ce rapport au fait d'être mère ou père qui est un peu compliqué, ça marche vraiment bien. Bon, après il y a toutes les vannes sur le caractère lesbien de la sœur qui sont un peu lourdes au bout d'un moment, mais ça reste mignon. Mais aussi un truc qui m'a beaucoup fait aimer le film, pardon. Parce que oui, c'est très classique, c'est genre la rom-com britannique sans Richard Curtis, comme dit Thierry. Mais c'est la petite bourgade au bord de la mer, là. Franchement. Ouais, ça donne envie. C'est des vacances, moi, là-bas. Elle est trop mignonne, le petit musée, là, avec des yeux de requin et des photos de mamie, de mamies qui ont des souvenirs de ça, c'est trop génial. Je t'avoue qu'en confinement, ça fait du mal, hein. De se dire, putain, mais je dois rester chez moi. Ça, c'est pas faux. Surtout quand elle fait tous ces allers-retours, tu sais, entre Londres et chez elle. Oui! Elle sort de chez elle. Elle prend 8 fois le train. J'étais en mode, bon, c'est bon, on a compris. Non, mais ouais, je sais pas, il y avait tout le contexte du film, et, tout est mignon, en fait. Il y a beaucoup de charme, je trouve. Et ça, plus les acteurs qui sont vraiment très très bien dans ce rôle-là. Parce que moi, pour le coup, j'ai trouvé Ethan Hawke plutôt bien. Il est un peu dans sa zone de confort, on va dire. Parce qu'il a déjà fait ce genre de rôle-là plusieurs fois, mais ça fonctionne pas mal. Et juste le petit bémol, c'est la première heure, ouais, qui est un peu classique, et toute la relation épistolaire, là, on les entend en voix off, c'est un peu long, d'un moment, mais ça va. C'était pas désagréable. Sur un film d'1h30, la première heure qui est un peu longue, ça fait beaucoup quand même. Ah non, pas première heure, je veux dire première partie, quoi, premier acte. Bien, Juliet Naked. J'étais déçu par rapport au titre. Hein. C'est ouais, titre trompeur, c'est pas grand monde à poil, hein. Désolé. C'est pas plus mal. Bon, on voit Ethan Hawke en caleçon à un moment donné, donc. Ah, c'est ça le train. C'est ça. Ah, c'est celui-là le train, d'accord. Allez, on a fini notre partie critique, on arrive sur la fin de l'émission. C'est le moment reco. Bon, là, on a regardé un peu ce qu'il y avait sur Amazon, mais est-ce qu'il y a d'autres programmes qui vous plaisent? Est-ce qu'il y a un programme que vous recommanderiez sur cette plateforme? Dans ce qu'on a failli voter, on avait proposé des trucs, et pour se marrer, je sais pas si tu te rappelles, toi et moi, on avait mis 50-50, le spectacle de Franck Dubosc. Ah, tu l'as vu finalement? Alors, on a essayé de le regarder hier avec Alex. Lui, il est parti faire la vaisselle au bout de 6 minutes, et moi je me suis cassé au bout d'un quart d'heure. T'as quand même tenu tout ça. J'attendais que ça commence et qu'il fasse un sketch, en fait. Et tout le début, c'était juste une façon de dire, regardez, vous allez voir un spectacle. Pendant un quart d'heure, j'étais putain. Et après, quand ça a démarré, je fais, bon bah c'est pas drôle. Et j'ai arrêté. Ouais, comme n'importe quel film avec Franck Dubosc, en fait. Oh, tu sais, faut pas être si méchant. Je veux dire, toute ressemblance. Non, c'est réaliste. Il était dans Highlander et c'était très bien. Il était dans Highlander, ouais. Et, c'était très drôle. de Bourgogne.
On vous laissera aller sur YouTube et taper. C'est ça. Franck Dubosc Highlander, merveilleux. Les carottes. C'est pas moi qui l'ai dit, mais oui. Alex. Je ferai remarquer en tout cas à nos chers collègues que, en tout cas pour Thierry et moi, remarque, hein, je sais pas pour vous, mais les films de la semaine étaient bien mieux que ceux de la semaine dernière. Est-ce que c'est sur le long terme? Je ne sais pas, les films, je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus poussés. Et surtout, putain, les bandes annonces d'Amazon, c'était des vraies bandes annonces. Merci. Voilà, c'est tout. Ah, elles sont contentes, les carottes. Il va faire 40 litres de soupe. Après, il faut dire qu'on a pris des films sur une durée plus longue et on a voté pour les prendre. On n'a pas pris sur les dernières sorties. Parce qu'après Netflix, ils ont sorti des trucs comme Marriage Story, par exemple, ou un film que je ne défendrai pas, mais que Thierry et Marwan ont adoré. Oui. Voilà, avec Adam Sandler, là, et Jennifer Aniston dans un avion, j'ai pas bien compris. Ah, salaud! Va bien te faire foutre, quoi. Pourtant, il était très bien, ce film. Allez, je m'en vais. Là, je quitte. Uncut Gems, c'est de la balle, Uncut Gems, c'est de la balle. Loli, est-ce qu'il y a un truc sur Amazon, toi, qui te plaît? Ah, un truc en flamand. Heureusement que... Attends, il y a Pokémon Pikachu, hein. Yeah. Pikachu, pardon. Détective ou un dessin? Non, le détective, ouais, le film en synthèse. Attends, il est plutôt sympa. J'ai le résumé en irlandais. Mais je pense qu'il est dispo en français quand même. Enfin, en voix française. Vu que l'intérêt c'est de le voir avec des enfants, c'est mieux de le voir en français. Ouais, j'espère, ouais. Benoît? Peut-être une petite reco série. Moi, j'ai un peu bingé Jack Ryan. Oh non. Bah ouais, mais Tom Clancy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah non, mais toutes les adaptations de Ryan, à la limite celle avec Harrison Ford, ça passait plutôt bien. Moi, je me souviens de l'adaptation affreuse faite par notre meilleur ami, notre dieu et maître Kenneth Branagh. Et incroyable film, incroyable film. C'est tellement mauvais, quoi. Et celle-là, là, avec Krasinski, j'ai trouvé ça tellement horrible. Ok, bah moi j'ai trouvé ça pas. Ouais, non, mais après. Ouais, moi je trouvais ça va. Après c'est peut-être comme dit, je l'ai bingé, j'ai bingé la saison 2 hier soir. Du coup, c'est peut-être. Mais moi, je trouve ça pas mal. Et t'as pas trouvé ça réac? Parce qu'on parlait de traîner sur le bitume qui avait été accusé d'être réac. Jack Ryan, j'ai trouvé ça ultra réac. Dans quel sens Thierry, le tueur de Reco. Non, mais du coup, non, mais c'est bien. Mais du coup, réac dans quel sens? Non, mais dans le sens où justement, c'est quand même c'est un truc qui est tellement à la gloire de limite de la NRA, quoi. J'étais putain, mais. Après, c'est toujours les séries américaines, c'est toujours un peu. Ouais, c'est vrai. C'est toujours un peu l'esprit, hein. Il y a pas de. Ah, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de nuances dans 24, et pourtant 24, c'était bien orienté, quoi. Ouais, mais non, comme dit, moi je trouve voilà, il y a un peu d'action. Après moi je trouvais ça, comme dit, à regarder, c'est sympa. Comme dit, moi je suis relativement bon public, et puis je trouve qu'il il y a de l'action, l'intrigue est relativement bien menée. C'est assez cohérent sur l'ensemble de la saison, ce qui est pas toujours gagné dans certaines séries. Non, moi je trouve ça reste sympa à regarder. Ok, donc Jack Ryan. Très bien. Est-ce qu'on parle du fait qu'il y a The Upside? Il y a The Upside aussi. Tu sais, le fameux remake d'Intouchable avec Bryan Cranston et Ah ben, oui. Si tu veux le recommander, tu peux. Hein. Tu peux, hein. Non, je l'ai pas regardé, hein, mais je le sais. C'est un film Amazon, en effet, oui. Oui. Ah, ça doit être tellement un plaisir. Oui, parce qu'il y a pas... Oui, évidemment, comme on a choisi les films, on a esquivé The Upside, oui, effectivement. Il y a ça, une reco? Vous m'auriez demandé ça il y a un mois, je vous aurais recommandé Carnival Row. C'est toujours en ligne, hein. Oui, non, je sais bien, mais c'est pas pour ça que je dis ça. C'est que tu l'as vu depuis. C'est que... Tu t'es rendu compte que c'était nul. Voilà, en fait, ouais. je me suis arrêtée au 4e épisode. Merde. Aïe. C'était l'histoire j'avais vu la bande-annonce et ça m'avait bien plu. C'est la série avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, ouais. Et l'esthétique en tout cas me plaisait assez. J'avais commencé et puis j'ai très très vite décroché, très très vite. J'ai tenu 4 épisodes et puis je me suis dit il y a d'autres choses à voir. Alors si t'aimes le fantasy, il y a Dark Crystal à la limite sur Netflix. Oui. C'est sur ma liste. J'ai pas encore eu le temps, je valide grandement. Ouais, elle est franchement bien, ouais.
Et pourtant, c'est Voilà, Will j'allais Tiny dire, qui fait pourtant, ça, et c'est Dieu lui, sait ouais. qu'il a pas fait que des bonnes choses, l'enculé, hein. Arrête, le choc des titans, c'était génial. Danny the Dog, c'est un merveilleux film français. Le transporteur. C'est génial. Sinon, sur Netflix, les séries que j'ai bien aimées, c'était 2 séries adaptées des bouquins de Neil Gaiman. Du coup, c'est American Gods, c'est Good Omens. Ouais, c'est de la bonne. Qui moi à chaque fois me retourne. J'avais lu les bouquins et j'ai pris autant de plaisir à voir les séries. Donc si vous voulez aller voir ça, franchement, ça dépote. Et un autre Netflix original, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. Donc voilà, c'est Amazon. Amazon là, non? Amazon, pardon. Oui, Amazon, excusez-moi. Donc du coup, c'est l'histoire d'une femme dans les années 50 qui se lance dans le stand-up et les dialogues sont à mourir de rire. À chaque fois, c'est punchline sur punchline. Il y a un petit creux durant la saison 2, mais ça se rattrape assez vite. Donc je recommanderais également. Il y a 3 saisons pour l'instant, donc c'est vite fait, je pense, hein. Hera? Bah, pas vraiment, en tout cas déjà pas sur Amazon, ça c'est sûr, et je suis un peu restée dans mes zones de confort en termes de reco, donc pour ceux qui l'ont toujours pas vu, regardez Better Call Saul parce que la nouvelle saison est géniale. Quoi, Oui. Voilà, mais j'ai rien de neuf sinon. Ok, très bien. Ellie, t'avais fait une reco ou pas? Je sais plus où on en est, oui, Ellie. Alors, si on veut dire Amazon, du coup, comme c'est toujours dessus que selon les dires de Thierry, je recommande à tout le monde La valse des pantins de Martin Scorsese. Tellement. Parce que c'est le film que Todd Phillips a rêvé de faire en faisant Joker, sauf qu'il n'a pas de talent. Et le clash, quoi. C'est clair que tout le monde arrête de se branler sur le Joker après, quoi. Voilà, c'est ça. Quand tu vois La valse des pantins, tu comprends la différence entre un très grand cinéaste et un mec qui a fait Very Bad Trip 2 et 3. Parce que bon, à la limite, le 1, ça va. Mais du coup, voilà, ça c'est pour Amazon. Après, si je devais recommander 2 autres trucs que j'ai vu il y a pas longtemps, sur Mubi, la très bonne plateforme en ligne, qui met donc un film par jour, il n'y en a que 30, il n'y en a que 30 à chaque fois, disponibles en même temps, et bien, ils ont acheté il y a quelques jours L'Intendant Sancho, de Kenji Mizoguchi, un film japonais de 1934. Trop bien. Et c'est génial. C'est magistral en termes de mise en scène et de composition de plans. Et c'est très très dur, très très fort. C'est sur une famille noble qui en gros se retrouve séparée et humiliée à cause d'une opposition à quelqu'un qui était plus haut placé, une sorte d'opposition politique en quelque sorte. Et du coup, on va suivre les enfants qui vont essayer donc de s'en sortir malgré la séparation avec les parents et le fait qu'ils se retrouvent esclaves. Donc c'est vraiment très très puissant. Et un autre truc, parce que... On est qu'à 5 heures de reco, c'est bon, tu peux y aller. T'inquiète. La dernière est très très courte, c'est sur YouTube. C'est Sherlock Junior de Buster Keaton. Non. Sherlock Junior de Buster Keaton, ça dure 45 minutes. Ça date de 1924, et dites-vous que ce film a presque 100 ans. Regardez-le, et vous allez tomber par terre, c'est hallucinant, vraiment. Ok, Marwan? Donc là, ça va être une recommandation un peu nostalgie. Ça serait un petit peu le bonbon sur les séries qui nous ont un peu bercé pendant plusieurs périodes de notre vie. Donc là, il y a The Office, que ce soit la version US ou américaine, Dr House qui est aussi dessus, et aussi Buffy contre les vampires. Et voilà, donc il y a tout plein de séries aussi assez anciennes, mais qui sont toujours aussi bonnes. Voilà. Quant à moi, allô, vous m'entendez? Vous m'entendez, ok. Alors bon, moi je vais pas faire comme Thierry et dézinguer les recos de mes camarades, même si j'ai pas adhéré à toutes les séries citées précédemment. Je te permets pas. Enfin, je parle pas de celles de Marwan parce que je les ai pas entendues. On les remettra au montage. C'est beau la confiance. Il a dit je sais pas ce que c'est encore. Hein. C'est pas les films de Canal Plus avec la passoire que tu regardes pour voir à travers la mire. C'est possible. Exactement. Marwan, j'espère vraiment que t'as ta piste de backup parce que sinon on est pire dans la merde. T'inquiète. Marwan sera effacé du montage si jamais pas sa piste de backup parce que là on n'entend pas. On a parlé série, on a parlé film. Eh bien moi je vais sur quelque chose qui va se rapprocher plus de la série, même si c'est plus du doc, de l'émission. Moi ce que j'aime sur Amazon Prime, c'est The Grand Tour par les anciens de Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May. Les mecs qui se sont fait virer de Top Gear, l'équipe originale de Top Gear, la vraie, la seule, l'unique. Tu veux dire avant que ce soit repris par Matt Leblanc là?
Non, enfin alors ça c'est la version américaine. Et donc je disais oui, donc c'est l'équipe originale, bon, qui s'est fait virer de Top Gear BBC pour une malencontreuse histoire de coup de poing sur un producteur. Bon, les broutilles qui arrivent régulièrement dans une équipe normalement constituée, hein, j'ai envie de dire. Et donc bon, bref, ils se sont fait dégager. Enfin, le présentateur vedette s'est fait dégager et ses potes, l'équipe l'a rejoint. Et donc ils ont monté la même chose carrément, mais sur Amazon. Ça s'appelle The Grand Tour, le Grand Tour. Et c'est génial, c'est juste excellent en fait. C'est des bagnoles, c'est de l'humour, c'est des mecs qui se prennent pas au sérieux et en même temps ils disent c'est du vrai test de bagnole sans concession, sans être si la bagnole est pourrie, ils vont le dire. Et avec un certain flegme anglais et un sens de la formule qui rend toujours dingue. Bon, en gros, c'était c'est génial quoi. J'étais d'autant plus déçu la semaine dernière quand Go était très décevant avec un réel de Top Gear, mais en fait voilà, le vrai ADN de Top Gear, il est passé chez Amazon et c'est le Grand Tour. Voilà. Alors tiens, maintenant que tu parles de ça, je vais en profiter pour faire une reco à la con qui va bien faire rire Alex. Alors dans le genre un petit peu moins budgété évidemment parce que c'est pas les gars de Top Gear, mais en France et sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Villebrequin Auto qui est concrètement un peu la même chose. Ça reco les voisins, c'est sérieux quoi. Et voilà, exactement. La force du multiplat, mes enfants. Où j'allais en venir, voilà. Donc c'est des gars qui font pareil des crash tests de bagnole. C'est des gars qui mettent des vieux animés japonais où il y a genre la vieille 4L qui va dépasser la Ferrari machin, et ils vont faire cette course là en fait en réel pour montrer que c'est pas possible, et c'est super drôle. Et en fait on s'est aperçu il y a pas très longtemps que c'était mes voisins de palier quoi. Et voilà, donc Villebrequin Auto, force et honneur, tout ça. Invite-les dans l'émission, enfin. Ouais, alors tu sais, le mec il est jamais là, hein. Enfin, je veux dire, je l'ai croisé 2 fois et la deuxième fois c'était avec Félix qui l'a reconnu. Et c'est comme ça qu'on a su. Et quoi, ils sont pas en confinement? Ah bah, en tout cas, s'il est en confinement, il est pas ici. Lui, en fait, il se sert de cet appart comme boîte postale visiblement, quoi. C'est tout. Non mais de toute façon, c'est la grande famille du show business, YouTube, podcast, on vit tous dans le même immeuble en fait. On est tous évidemment à côté. C'est le YouTube et podcast game quoi. Tu peux pas, c'est ça. Tu peux pas tester. Qu'on finance avec la podcast money, évidemment. On est dans les recos, on va faire de la reco podcast aussi. Un podcast narration, c'est l'heure de l'autopromo également. Loli, parle-nous un peu plus de ton émission. C'est le moment, tu peux y aller. C'est l'heure autopromo. Ah, ça c'est cool. Et c'est un podcast d'histoire, comme son nom l'indique. Hein, je compte jusqu'à toi avec un ON dedans. Quel beau titre, je me demande qui l'a trouvé. Ça doit être quelqu'un de brillant pour trouver quelque chose d'aussi poétique et original. Brillant, voilà, c'est ça. C'était tellement difficile à trouver. J'ai dû compter sur l'équipe du podcast. Comme quoi, hein, une grande famille, tout ça. Et après, tu te permets de me reprocher le fait que je fasse de la promo aux copains d'à côté, quoi. Bravo. Ah bah, elle est pas à côté, elle est en Belgique. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Le mec, c'est moi qui ai trouvé le nom. Et donc, ce sont des histoires que je tente de raconter 2 fois par mois. Voilà, des histoires que j'invente, des histoires d'autres personnes à qui je prête ma voix. Donc si jamais vous avez une histoire qui dort dans les tiroirs, n'hésitez pas à me l'envoyer, je la mets en son. Et ici, pour le confinement, j'ai lancé des petites vidéos d'histoire. Mais là, j'ai plus de mal à suivre parce que fatalement, faire une vidéo, ça met plus de temps, c'est plus compliqué. Et avec de la famille, c'est vraiment très compliqué. Et tu recrutes pas d'autres podcasteurs pour faire des voix de temps en temps dans tes histoires? Et de temps en temps, oui, effectivement, même ça va être de plus en plus souvent dès que j'aurai fini l'écriture. Effectivement, je prends des voix de personnages dans les podcasteurs magnifiques qui nous entourent. Thierry, tu avais pas participé, toi? Moi, j'étais un prince. Si. Oui, il a fait un prince. Bon, ben si vous nous retrouvez le lien, ça m'intéresse. Comme ça, on pourra le partager à tout le monde. Oh non. aussi. Moi, je veux le dire. Bien, ce prince. Tu m'enverras le lien, Loli. On le partagera aux auditeurs. Oui, je l'enverrai. Et non, il était super bien comme prince. Ah bon, ça va. 2 attributs indispensables d'un prince également, la moustache et la bière. Plutôt le roi d'ailleurs. Benoît? Ça c'est de la transition. Bah ouais, nous, moi je suis avec un copain, Julien, on fait un podcast où on parle principalement de bière. Alors on essaie de sortir ça à peu près 1 fois par mois. On y arrive tant bien que mal, donc on fait en général une review, on choisit 2 bières, on choisit un thème, et puis après on parle aussi un peu de 3 choses à côté, mais voilà, vraiment ce principe on se donne un thème dans l'épisode d'avant, et puis la fois d'après chacun ramène une bière sur ce thème, et puis on la déguste,
Et on parle un peu aussi de nos expériences autour de la bière. C'est vraiment principalement là-dessus. Et de temps en temps, on a des intervenants. La dernière fois, j'ai un copain brasseur qui est venu, avec qui on a fait un épisode. On en a un en projet, qui est un peu repoussé là pour cause de confinement. Où j'ai un copain, pareil, blogueur bière, qui va venir discuter avec nous. Voilà, c'est différentes choses autour de la bière. Bien, ben merci tous les deux. Merci Benoît. Merci de l'invitation. Merci Loli également. Merci de l'invitation aussi. Merci Yassa. Merci à tous. Merci Ira. Merci, bonne soirée. Merci Ellie également. Merci, bisous. On embrasse Marwan, je crois que sa connexion a coupé. On va retenter. Marwan. Un petit ange parti trop tôt. À jamais dans nos cœurs, Marwan. Alex également. Salut Alex. Des bisous. Des bisous. Et Thierry, encore merci. Merci d'être venu malgré les tousses. Voilà, on l'entend, tu tousses parce que tu es alité normalement. Tu es au fond de ton lit. Je suis alité, tout à fait. C'est peut-être le dernier podcast avec Thierry, faut Quelle abnégation quand même. C'est vrai que visiblement ça prend 8 jours, donc on verra bien dans 8 jours. Ouais. D'ailleurs, petite info, je cherche un nouveau blog. Fuis Alex, fuis. Faites passer l'annonce à Villebrequin auto du coup. Étant donné qu'ils sont jamais chez eux, je peux peut-être aller me confier dans leur appart en passant par le balcon. Merci à tous et merci aussi chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous des messages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC. Voilà, avec des carottes aussi pour Alex. Envoyez des carottes à Alex, comme ça il pourra les couper, il pourra s'occuper. Des carottes et des bières, ouais. Alors moi le problème c'est qu'en plus tu dis Alex et les carottes, alors là du coup j'ai une merveilleuse image parce que c'est je pense aux vidéos que Schwarzenegger balance tous les jours où on le voit confiné avec son âne et son poney en train de leur filer des carottes. Regardez la page Twitter de Schwarzenegger, c'est génial. Ça c'est Marocco. C'était notre avis sur Amazon. La semaine prochaine, une autre plateforme. Il a fallu voter et à la fin de ce vote, on est tombé sur Pornhub Premium France évidemment et Dorsal gratuit, n'oublions pas. Merci le confinement qui nous a apporté des non Thierry. TF1 vidéo. Thierry, non, c'était pas ça, mais pas loin de TF1 vidéo. Le vote a donné Salto. Pas loin. Ça s'est joué avec OCS, mais c'est tombé sur Arte parce qu'il se trouve qu'il y a des films sur Arte et c'est gratos. On va avoir des vieux films, les amis, ça va être trop bien. Ouais, par contre, voilà, ça sera plus du patrimoine cette fois-ci. Le cuirassé Potemkin. Oui. Alors, je sais pas si je suis trop heureux. Alors, il faudra quand même essayer de trouver une manière de voir que des films que qu'aucun des intervenants de l'émission n'a vu. Ou ce qui va être compliqué si on est 7, quoi. Oui. On devrait trouver, je pense. Mais dis-toi, Thomas, par contre, j'aurais peut-être pas de reco à faire du coup, vu qu'il y aura que des vieux films dans la programmation. Il va dire tout. Il faudra en choisir un, Ellie. Ça sera ton défi. Ça sera de ne choisir qu'un seul film de reco. Bah, je m'y mets dès ce soir, du coup. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes et les claques originaux également. De l'époque où les cinémas existaient encore. C'était l'époque qui nous semble tellement lointaine maintenant. On pouvait voir des films sur grand écran avec d'autres gens dans la salle. Et on pouvait tousser. Sans se prendre des regards. Ou couper des carottes. Ou couper des carottes. Dans le cinéma. Dans le cinéma. Alex coupe tout le temps des carottes, va comprendre. Si vous êtes nostalgique de cette époque, vous pouvez retrouver les anciennes émissions sur toutes les bonnes applications de podcast. Et celle sur laquelle vous écoutez cette émission, sûrement aussi, puisque vous l'écoutez, donc ça marche. À la semaine prochaine, pour une nouvelle plateforme, Arte, on l'a dit. Bisous, bisous, bisous. 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 Au revoir. Ça y est, Alex ferme le frigo. Qui c'est qui est tombé? Non, je me suis levé, je vais vous quitter les gars, il commence à cuisiner. Alors, avant de partir, vous pouvez aller sur Audacity, vous faites stop. Qu'est-ce que c'est Audacity? Ah donc Alex a pas de backup alors que son saccadé. Yahoo! Je crois que je lui ai pas dit de le mettre.
On va parler musique, mais une musique quand même plus douce et un peu d'amour, parce que l'amour c'est bien aussi. Oui. D'ailleurs, D'ailleurs, on va tous se mettre à poil pour le prochain film aussi. Au passage. Cool. Parce que la torture se fait à poil, on va rester à poil. Excuse me. Si c'était déjà le cas. Mais avec une petite laine parce qu'il fait froid. Tout le monde Avec est les déjà à chaussettes. poil, dites la vérité. À poil mais en chaussettes. Voilà. Ah, toujours. Mais est-ce que c'est une chaussette à poil? Est-ce qu'elle a des yeux? Non, enfin ça c'est la version américaine. Ah bon. Non, et en fait, il y a quelqu'un qui est en train de se couper les ongles, Alex. Désolé, c'est ma souris. Non, mais c'est insupportable, sérieusement, gardez-vous, quoi. Il fait une salade avec des carottes et ses ongles là, ça doit être un délice son plat de ce soir. Tu pourras toujours demander après à la librairie Yokai des recos pour sa salade avec les ongles. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça va leur plaire, on Je va ne leur touche envoyer la plus à recette. rien. Bon, j'essaye en Ouais. tout. J'arrive pas à rester stagné. Oui, bah la prochaine fois. Attache-toi les mains. Parler. D'ailleurs, là, bon, la question qu'on se pose tous, qui a bu une bière pendant l'émission? Parce que tout le monde est chez soi. Loli, je t'avais entendu décapsuler un truc pendant l'émission? C'était pas moi, parce qu'il m'en reste plus qu'une et je vais Oh pas faire non. de course avant plusieurs Juste jours. parce qu'elle est belge, putain. Attends, j'ai une chimée bleue dans le frigo et à chaque fois qu'on l'ouvre, on est là devant et enfin, non, on la garde encore un peu. Nous, on a des bières au frigo, mais j'ai pas le droit. Ah, c'est la chimée bleue. La chimée la plus belle. Pardon. Cette chimée bleue. Ah oui, ça marche aussi. Aussi, ouais. Envoyez-nous En des plus, caisses chimées, s'il vous plaît. Sponsor. Pour l'adresse, vous marquez Villebrequin Auto, l'étage du dessus. Ou sinon, vous me contactez à MP.